Agathe, il va falloir y aller. Juste en y allant là, je peux avoir, je sais pas, 4 conseils pour voir une sexualité épanouie après 50 ans. Alors le premier conseil, ça serait de se connaître. Connaître son corps, mais aussi ses limites. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Véronique. Bonsoir Michel. Merci d'être venu dans ce magnifique petit théâtre. On se croirait presque à la maison. Bon, vous connaissez le thème de la soirée. Je vais être assez délicat avec Véronique et je ne vais pas te poser la question. Comme toujours. Voilà, je sais que la délicatesse, c'est quand même mon fort. Je ne vais pas te poser la question directement, je vais poser la question à la salle. D'après vous, Véronique A. Attention à vos réponses. Hein. Entre 40 et 50, levez la main. Ah, merci. Ah, je vous aime, vous, merci. Je crois qu'il y a des malentendants dans la salle. Et alors, entre 50 et 60 et comme tout le monde n'a pas levé la main, il y en a qui pensent entre 60 et 70, parce qu'il y en a qui n'ont pas levé la main hein, quand même. C'est vrai. Bon, mais alors parce qu'ils n'osent pas se prononcer. Voilà, c'est très indélicat de ma part, mais est-ce que tu peux donner ton âge? Alors j'ai exactement 50 ans, 52 jours, 5 minutes. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu obsessionnel chez moi. Hein. Un petit peu, ouais. Ah ouais, oui, vous pouvez l'applaudir parce que, comme on dit, elle ne les fait pas. Et est-ce que ce passage des 50 ans, donc qui est récent... 52 jours, 5 heures et 5 Oui, minutes. j'ai compris, c'est obsessionnel, oui. Est-ce que ça t'a posé des problèmes psychologiques pendant le jour où c'est passé ou avant? Alors, en fait, j'avais peur avant d'avoir 50 ans, je pense, comme beaucoup de personnes, parce que quand on écoute les médias, on a l'impression qu'à 50 ans, la vie d'une femme, surtout, s'arrête. Hein, avec la ménopause, il y a le couperet qui tombe. Et la réalité, c'est que je crois que je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, dans ma tête, dans ma vie. Alors évidemment, on a quelques rides en plus, quelques cheveux blancs. Mais en général, les enfants, voilà, sont à peu près élevés. Professionnellement, on sait où on va. On est souvent entre deux maris aussi. Donc voilà, on ne veut plus se mettre de contraintes inutiles. On a juste envie de profiter de la vie. Et c'est vrai qu'il y a une urgence à vivre. Et je trouve ça particulièrement excitant, finalement, d'avoir 50 ans. C'est un message que tu fais passer, je suis entre deux maris qui est le partenaire déjà de cette soirée? Je crois que c'est disons demain. Enfin, à moi de vous poser la question, parce que... Oui, mais ça me gêne. Faites gaffe, je suis beaucoup plus susceptible que Véronique. Alors, à votre avis, quel âge a Michel? On va dire entre... Bon, je fais pas 40-50 quand même, hein. Non. Bon, alors on fait... Attends une seconde, je peux savoir pourquoi vous vous marrez? Non, tu fais très jeune, c'est vrai, mais... Oui, mais quand même. Bon, alors, est-ce qu'il a entre 50-60, 60-70, 70-80, j'ose? Alors, 50-60, levez la main. Je vous aime. Ah, bah ouais, tu vois, il y a une majorité. 60-70? Je vous déteste. Ne va pas plus loin. Ok, on s'arrête là. Alors, bon. Quel âge as-tu? Non, moi j'ai... En vrai, hein? Dans la soixantaine. Mais déjà, il est beaucoup moins précis. Hein. C'est un peu difficile, la soixantaine? Non, franchement... Vous voulez en parler, Michel? Oui, je peux m'allonger. Non, je vais vous dire, j'ai aucune honte, j'ai 65 ans. Alors tout à l'heure, vous avez applaudi Véronique et moi... Walou. Ouais. Mais on s'en fout. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous complètement. Ce qui m'importe, c'est d'être en forme physiquement, c'est d'être bien dans ma tête. Et finalement, l'âge, je te promets que le passage des décennies, c'est toujours un moment un petit peu bizarre parce que tu bascules d'une décennie sur l'autre. Mais le reste, tant que ça va dans la tête et tant que j'ai des projets professionnels, écoute, franchement, ça me pose aucun problème d'avoir 65 ans. En tout cas... C'est très joliment dit, Michel. Et effectivement, je pense que l'âge, c'est dans la tête, à condition d'avoir un cerveau qui ne vieillit pas trop vite non plus. Hein, mais pour l'instant, ça va. Et vous en aurez la preuve ce soir avec nos nombreux invités, des quinquas au parcours de vie inspirant et tellement loin des clichés que la société renvoie d'eux. Donc, on va parler estime de soi, nutrition, sport, sexualité aussi, bien sûr. Ah. Bah oui, j'attendais votre réaction, Michel. Donc, je vous le dis, voilà, les quinquas. C'est marrant quand on parle de sexualité, elle me vous voit et pour le reste, elle me tutoie. Vous avez vu? Ah oui, c'est vrai. Alors, Anna, il faudra que j'aille chez le psy. Consulter. Tout au long de cette soirée, on va vous solliciter dans cette salle pour avoir votre avis. Voilà. Hein? Ça, c'est à toi maintenant. Oui, parce que alors, elle est complètement troublée. Pas du tout. Est-ce que tout le monde a bien scanné le QR code qui était à l'entrée de la salle? Si vous ne l'avez pas fait, vous le scannez maintenant. Vous savez ce que c'est de scanner un QR code? Parce qu'on a tous plus de 50 ans ici, normalement, donc...
Voilà, alors voilà. vous prenez votre portable, enfin vous savez les faire, c'est scannez. comme dans les restaurants, sauf qu'il n'y a pas de menu. Et Voilà, il n'y aura voilà. pas le menu, il y aura les questions que nous allons vous poser tout au long de la soirée. Bon, alors, contrairement aux idées reçues, on revient un petit peu sur ces histoires de QR code, ceux qu'on appelle les middle age sont connectés. Est-ce que vous savez, par exemple, que 9 millions de célibataires de plus de 50 ans, 1 sur 3, a déjà opté pour une rencontre en ligne? Oui, parce que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire des rencontres. Avant, il y avait les bals musettes, mais bon, c'est un peu démodé aujourd'hui. Il y a encore 10 ans, on se rencontrait surtout sur son lieu de travail ou dans les fêtes. Et puis après, il y a eu le Covid, il y a eu MeToo. Et aujourd'hui, eh bien, le site le plus propice, enfin en tout cas le lieu le plus propice aux rencontres, eh bien, c'est Internet. Et on va accueillir tout de suite Céline Boudière, qui est directrice marketing de Disons Demain. On applaudit très, très fort. Bonsoir Céline. D'abord, d'où ça vient le nom Disons Demain? Alors le nom Disons Demain, c'est assez simple. Au moment de la création Disons Demain, on a beaucoup échangé avec des célibataires de plus de 50 évidemment, pour comprendre leurs avis, leurs besoins, parce que c'était assez nouveau, hein, comme vous venez de le dire. Et il y a une chose qu'on a compris rapidement, c'est que passer 50 ans, on va à l'essentiel, surtout quand il s'agit des rencontres amoureuses. On sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut pas. Et quand on rencontre quelqu'un, quand on veut rencontrer quelqu'un, on envoie des messages, mais assez rapidement, on a envie d'aller dans la vraie vie, de se rencontrer en vrai. Et donc la question qu'on a entendue très souvent, c'est « alors, on se voit quand ?» Ben, disons demain. Et donc on a gardé ce nom Disons Demain, voilà, très porteur, très tourné sur l'avenir. Ouais, et puis après 50 ans, c'est vrai qu'il n'y a plus de temps à perdre. Hein, donc, Pas exagéré quand même. un petit peu quand même, non? Ouais, enfin, on a besoin de contact. On va en reparler tout au long de la soirée. On a besoin d'intellectualiser un petit peu. Alors, lorsque vous avez lancé ce site, j'imagine qu'il y a beaucoup de fâcheux qui ont dû vous prédire que ça ne marcherait pas parce que les 50 ans et plus ne sont pas connectés sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce ils auraient mis leur sexualité entre parenthèses. Mais évidemment, tout ça, ce sont des clichés que vous combattez d'ailleurs dans vos campagnes publicitaires avec beaucoup d'humour. Exactement. L'humour, c'est très important. Et on a les deux clichés qu'on entend souvent, et c'est vraiment quelque chose qu'on combat au quotidien. Le premier, c'est, on en a déjà parlé, les 50+ ne sont pas connectés. Bon, je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu quelques smartphones. Hein. Je pense que les 3 dernières années qu'on a vécues montrent aussi qu'aujourd'hui, tout le monde est très connecté. Et d'autant plus quand on lance, nous, des innovations, des nouvelles fonctionnalités sur Disons Demain, ben, la génération des 50+, ils adoptent, ils essayent les vidéo calls, les jeux en ligne, et ça se passe très bien. Donc ça, c'est le premier cliché. Le deuxième, ça concerne la vie sexuelle. Beaucoup de clichés autour de, voilà, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de plaisir autant qu'avant. Tout ça, c'est très faux. Je pense que tout au long de l'émission, on va aussi aborder ce sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la sexualité après 50, elle est plus savoureuse qu'à 30 ans, 40 ans, mais on aura d'autres moments d'en parler. Et puis, il y a aussi le fait qu'on dit souvent qu'après 50 ans, on s'isole, on perd la vie sociale. Bon, peut-être pas 50, mais 60 et après. Alors là aussi, je crois que tous les célibataires de plus de 50 avec qui on échange en particulier, ils sont hyper actifs. Ils seront hyper actifs, évidemment encore professionnellement, mais aussi dans leur vie associative, dans leur vie personnelle. Et encore une fois, on n'a que des exemples très positifs. Les attentes des personnes de cette tranche d'âge sont-elles différentes des générations précédentes? Tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, on a lancé un site de rencontres dédié. Quand on a 30, 40 ans, il y a des sujets autour des enfants, autour du foyer. Aujourd'hui, les plus de 50, quand ils pensent à leur couple, c'est pas forcément plus de la moitié se disent qu'ils n'ont pas forcément envie de partager le quotidien avec quelqu'un chaque jour. Et vraiment, ce qui est très très important, c'est les passions, les centres d'intérêt qu'on a en commun. On a vu là, le plus important, c'est ce que l'on partage ensemble. Et ça, c'est vraiment un élément très, très fondateur et qu'on a vraiment mis au cœur de l'expérience Disons Demain. Alors, il y a peut-être dans cette salle des personnes qui ont déjà fait appel à vos services. Non, je ne vais pas vous demander de lever la main, rassurez-vous. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre modèle qui se différencie vraiment des autres sites de rencontres? Donc, comme je disais, la première chose, c'est vraiment basé sur les points communs
les centres d'intérêt. Donc il y a beaucoup de manières de partager les centres d'intérêt qu'on a. Et une autre grande spécificité, c'est qu'on crée un profil, on présente ces centres d'intérêt, mais aussi on a la possibilité de participer à des événements dans la vraie vie. On est bien dans la vraie vie, on est bien ce soir. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir organiser dans de nombreuses villes et plusieurs fois par mois des cours de cuisine, des randonnées, des sorties culturelles, parce que ça aussi, ça permet de briser la glace. Et le profil des personnes qui viennent sur Disons Demain sont surtout des femmes ? Et est-ce qu'on a une moyenne d'âge à peu près ? Alors la moyenne d'âge, c'est entre 50 et 64, mais après il y a toujours plein de jolies histoires. On reçoit des faire-part de couples qui ont au-delà de 80 ans, donc c'est vraiment, il y a plein de jolies histoires. Et encore une fois, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mindset, comme on dit. Et après, femmes, pas forcément. On a vraiment une bonne parité, hommes-femmes, 50-50. Donc voilà, on arrive vraiment à aller convaincre des gens, hommes, femmes, et de 50 à 80. Plus de 80. Merci beaucoup Céline pour ce premier regard sur cette génération, ses attentes. Alors, avant de retrouver nos invités, on va vous faire travailler un petit peu grâce au QR code que vous avez donc téléchargé. Vous allez répondre à une première question. Cette question a été posée lors d'un sondage réalisé pour Disons Demain. Voilà, vous sentez-vous bien dans votre peau aujourd'hui? Alors c'est facile, hein, oui ou non. Voilà, ça va prendre quelques instants et les résultats vont s'afficher presque en temps réel. Voilà, bah oui, quand même à 87%, hein, c'est plutôt il faut réjouissant. Il y en a 12% qu'il faut convaincre. Ouais. Que 11%. Notre mission ce 13. soir. Bon, l'énorme majorité. Alors, il y a eu un résultat d'ailleurs d'un vote. Il y a eu un sondage. Un sondage réalisé par Disons Demain, et le résultat de ce sondage, vous allez voir, vous êtes assez proche, puisque c'était 83% des femmes de plus de 50 ans qui s'estiment bien dans leur peau. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle, Michel. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et alors, vous n'êtes pas la seule à avoir eu 50 ans cette année. Non. Il y a eu Zizou aussi, il y a eu les chiffres et les lettres. Je sais que ça ne rajeunit pas. Mais... non. Et il y a aussi eu ça, vous allez voir, ce petit smiley là. Eh ben, il a eu 50 ans cette année. Ouais. Il est apparu la première fois dans le journal France Soir le 1er janvier 1972. Il doit être content le jockey à côté, là, avec le smiley. C'est son directeur qui avait demandé à un illustrateur, Franklin Loufrani, français, d'apporter un peu de sourire au milieu des mauvaises nouvelles. Ouais, c'est bien à côté du jockey malchanceux. Bon, en tout cas, voilà, un sourire de 50 ans, c'est une belle symbolique. Et très enthousiasmant en tout cas pour la suite de la soirée. Bon, Michel, j'ai envie de vous dire, disons que le meilleur est à venir. Jungle. Alors, c'est une encyclopédie vivante de cette génération. D'ailleurs, il a publié en 2019 chez Kalman Levy un ouvrage de référence sur ce qu'il a appelé les quinquados des hommes et des femmes de plus de 50 ans qui ne veulent pas qu'on les appelle des seniors et qui vivent une seconde adolescence, la maturité en plus. Et on a le plaisir d'accueillir Serge Guérin, qui est sociologue. Bonsoir. Bonsoir Serge. Sociologue, enseignant et directeur scientifique du pôle santé à INSEC GE. Alors, outre le livre, vous publiez de nombreux articles sur ces questions et notamment sur le décalage entre cette génération telle qu'elle se voit et le regard que porte la société sur elle. On va y revenir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher déjà sur ces questions? C'est une autothérapie, un besoin pour vous-même? Où j'allais voir un psy, ça pouvait me coûter cher, ça pouvait être long. Où j'écrivais un bouquin, ça pouvait se faire plus rapidement, ça pouvait même me rapporter. Voilà, donc globalement, je suis allé plutôt sur le livre en disant, c'était aussi à la fois une expérience personnelle, c'était aussi ce que je voyais autour de moi. Je dirige un master, par exemple, j'avais à peu près un tiers des candidats qui avaient entre 45 et 55 ans. Donc des gens qui avaient envie complètement de changer de vie, par exemple. Puis je voyais ma vie personnelle, la vie d'autres, des changements familiaux, d'autres envies, enfin voilà, une évolution. Et je me disais finalement, quinquas, ado, il y a quelque chose qui se passe. La manière de s'habiller, la manière d'être, la manière de regarder l'avenir. Donc tout ça m'a donné envie de faire un peu de pop sociologie, une sociologie assez légère, mais en racontant
quand même ce qui est en train de se passer. Que finalement, à 50 ans, tout est possible de nouveau. Ben Comme oui. à l'adolescence. Exactement, à 50 ans, je dirais c'est l'adolescence avec une carte bleue, hein, si on est un peu... Voilà. C'est mieux, c'est encore mieux. Voilà, si ça va bien aussi dans certains cas. Enfin, avec une carte bleue, mais pas celle de ses parents. Et pas C'est ça celle la de ses différence. parents, pas celle qu'on appliquait discrètement. Ouais. Voilà. Okay. Et puis c'est de se dire, ouais, à ce moment-là, si je regarde bien, j'ai 30, 40, quasiment 50 ans de vie devant moi. Donc je fais quoi? J'attends, ça se passe, ou j'agis. Donc c'était autour de ça. Alors, le cow-boy Marlboro, à l'époque, quand il descendait de son cheval, il avait quoi, la cinquantaine passée, c'est ça? Et alors, on va le voir d'ailleurs, parce qu'il a une belle gueule quand même, bien américain. C'est la cinquantaine de l'époque. En plus, il n'était pas fumeur, le mec. Hein. C'est vrai. Il fallait jouer, il y avait le côté très masculin, viril. La cigarette participait à cela. Et puis il y avait, on va dire, déjà un petit peu de ride, un peu de la maturité flamboyante. Un côté un peu comme ça. Je suis un homme, un vrai. Et un homme, un vrai, c'est aussi l'expérience, c'est aussi un petit peu les cheveux gris, c'est un petit peu... Voilà. C'était tout ça. Ça permettait de dire, j'ai pas peur de l'avenir. Il est mort à 90 ans, le type. Hein. Donc il avait raison de ne pas avoir peur de l'avenir. Et il avait raison de ne pas fumer, surtout. Voilà. Ouais. C'est surtout ça. À l'époque, on a été vieux à 50 ans. À l'époque, dans les années 70, 50 ans, vous savez, 70, c'est la première grande crise. On va parler des pré-retraites entre 50 et 55 ans. Donc, quelqu'un de 50 ans, c'est quelqu'un qui finalement peut être tout près de la retraite professionnellement. Puis c'était quelqu'un qui, l'espérance de vie, était autour de 72, 73 ans. Donc finalement, pas si éloigné que ça. Et donc, beaucoup de gens, des femmes et des hommes, qui étaient déjà pas en super forme, à qui on disait « ménage-toi ». Fais attention, on fait pas trop. Voilà. Donc c'était ça. On avait tendance déjà à mettre les gens un peu en retrait. Parlons peut-être des femmes aussi à l'époque du cow-boy Marlboro. En France, dans les années 70, on découvrait, 20 ans après les Américains, le concept de la ménagère de moins de 50 ans. Mais à l'époque, comment était représentée la ménagère de plus de 50 ans? Est-ce qu'on en parlait même? Alors, la ménagère de plus de 50 ans dans les années 70, elle n'existait pas. On ne la voyait pas. Ça n'existait pas. Ouais, elle était Parce que invisible. finalement, une femme, moins de 50 ans, elle fait des gosses. Autour, c'était ça l'élément majeur. Et si elle fait des enfants, elle va consommer, elle va acheter des produits pour elle, un peu, pour son compagnon, un peu, et pour ses enfants, beaucoup. Du coup, on la regardait comme une consommatrice. Les enfants sont partis, hein, des enfants plutôt autour de la vingtaine. Les enfants sont partis. Souvent, elle ne travaillait pas, en tout cas, elle ne travaillait pas officiellement. Bref, c'était un peu une invisible. Donc, on s'en préoccupait pas trop. Bon, bref, à l'époque, on était vieux à 50 ans, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On va vous le prouver tout de suite avec notre première invitée. C'est l'une des femmes les plus rock'n'roll de la Silver génération, hein, la génération argentée, donc avec la carte bleue dont nous parlait Serge. D'ailleurs, elle en a la chevelure, hein, c'est magnifique, vous allez voir. Je vous demande d'accueillir Caroline Ida. Que vous allez reconnaître forcément. Bonsoir Caroline, installez-vous. Alors, vous êtes influenceuse, mannequin. Debout, assis, c'est comme tu veux, Michel. Je sais pas. On va s'asseoir, on sera On plus. est vieux, c'est vrai. On est vieux. vieux, ça va. Vous êtes influenceuse, mannequin, vous faites partie de ce mouvement qui lutte contre toutes ces fausses représentations des femmes de plus de 50 ans. On va en parler, bien sûr, mais je voulais savoir avant s'il y avait un événement particulier dans votre vie qui vous avait conduit à vous engager dans ce combat. Oui, effectivement, il y a un événement qui s'est passé il y a un peu plus de 4 ans, en fait. J'ai eu un grave accident de santé et je suis une miraculée, je dirais. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit... En fait, j'ai été toujours une suiveuse, j'ai des gènes d'entrepreneuse et il faut que je me réinvente une vie, que je me crée une nouvelle vie. Et je me suis lancée comme ça sur les réseaux, ne sachant pas du tout où j'allais. Mais je sentais des ondes et moi, je suis quelqu'un de très instinctif. J'ai suivi cet instinct. Et puis voilà, aujourd'hui, ce soir, je suis là. Donc j'ai eu raison, malgré ce que pouvaient penser tous les gens proches de moi qui me disaient « Qu'est-ce que tu vas faire sur les réseaux à 57 ans ?» Justement, sur ces réseaux, vous recevez, je sais, beaucoup de messages de femmes de plus de 50 ans qui ne veulent plus se regarder dans la glace ou même se montrer en société. À 50 ans, la femme est devenue invisible. Hein. On parlait un peu de ce terme-là tout à l'heure avec Serge. Ah oui, la femme est au-dessus de 50 ans est devenue totalement invisible. Et en fait, c'est l'agisme. Hein, et l'agisme, c'est une discrimination complémentaire de la société par rapport aux gens qui vieillissent. Et en fait, ça paraît aberrant de vieillir, c'est quand même une chance, c'est quand même beau, et il y a plein de choses après 50 ans. Moi, j'ai beaucoup plus de 50 ans, j'ai 62 ans, et voilà, je suis en vie, j'aime la vie, et j'espère que j'irai le plus loin possible. Donc cette discrimination n'a pas lieu d'être, donc c'est devenu mon combat d'essayer de changer les choses aujourd'hui par rapport à ça, entre autres. Pardon.
Pardon. Serge, il y a eu une époque, une année où il y a eu un décalage entre ce qu'on ressent de ce qu'on est à 50 ans et de l'image qu'on a dans la société. Oui, on peut considérer qu'autour du tournant des années 2010, il se passe quelque chose. D'abord parce que la génération du baby-boom arrive dans ces âges-là, et puis le dépasse. Donc c'est des gens qui ont porté la jeunesse. Donc d'un seul coup, on leur dit « toi t'es vieux, toi t'es vieille ». Tu rigoles ? Voilà. Et donc il y a un décalage entre ce que vivent les gens, ils disent « mais moi je me sens en pleine forme, j'ai pas l'impression de vieillir, j'ai encore plein de projets », et puis on me raconte une histoire, on veut m'imposer une histoire qui n'est pas la mienne. Donc en effet, il y a ce décalage-là. Et puis, on parle beaucoup de crise, on parle de crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, il y a une crise de toutes les décennies, mais enfin, on parlait de la crise de la cinquantaine, et vous parlez de carrefour. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est un moment où on va tout remettre sur la table, et où on va faire un petit bilan de sa vie professionnelle, sa vie personnelle, et puis on va regarder un peu devant pour se demander si c'est ce qu'on veut continuer à faire. C'est un vrai carrefour. C'est ça. En fait, dans un carrefour, on cherche le sens. Quel sens je prends ? Quelle direction je prends ? Et autour de la cinquantaine, il y a... Du coup, c'est pas une crise, c'est au fait, j'ai envie de faire quoi maintenant ? Dans un entretien que j'avais fait pour les quinquados, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient j'ai coché toutes les cases. Alors, j'ai fait les enfants, j'ai ainsi de suite trouvé un boulot et autres. J'ai été comptable parce que mes parents m'ont dit qu'il valait mieux être comptable que peintre, que sais-je encore. Et là, de ce coup, je dis et si je pensais un peu à moi ? Et donc, quand je pense à moi, peut-être que mon chemin n'est pas tout à fait le même. Donc, je chemine différemment. Donc oui, c'est en ça que c'est un carrefour et plus du tout une crise. Ou alors, on peut dire qu'on est tout le temps en crise, ce qui est un autre sujet. Et est-ce que le Covid a changé quelque chose ? Est-ce que le Covid a changé quelque chose ? Il nous a confirmé que nous étions des animaux sociaux, qu'on avait besoin de voir les uns et les autres, qu'on avait besoin de trouver des liens. Alors, les sites sont une forme pour trouver des liens, mais qu'on avait besoin aussi, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer. Et quand je prends de l'âge, je me dis, il faut quand même que je tarde pas trop. C'est maintenant, il faut que je le fasse, pas dans 45 ans. Donc il y a aussi ça qui joue. Et Caroline, justement, comment est-ce que vous avez franchi ce carrefour ? Vous avez fait plusieurs fois le tour, vous avez tout de suite trouvé la bonne sortie ? Écoutez, à 50 ans, j'étais encore dans la vie active normale, je dirais entre guillemets. Donc je me rendais pas trop compte de ce qui se passait autour de moi. J'ai acheté les magazines féminins, de voir des jeunes filles, des jeunes femmes, ça ne me dérangeait pas trop. Donc je l'ai assez bien passé. La ménopause s'est assez bien passée aussi. C'est vraiment à 57 ans, quand je me suis réveillée, vraiment psychologiquement, je me suis dit, là, j'ai regardé les choses de façon différente. Et je me suis dit, ce n'est pas possible aujourd'hui. J'ouvre un magazine, je regarde dans les médias, les séries à la télé, au cinéma. Il n'y a pas de femmes qui me ressemblent. Donc, un de mes premiers gestes féministes, ça a été de ne plus acheter les magazines féminins. Déjà. Serge, est-ce qu'à la cinquantaine, les hommes et les femmes se posent les mêmes questions ? Et si oui, est-ce qu'ils se les posent de la même façon ? À la fois, en partie, c'est les mêmes questions, pas toujours les mêmes réponses. Et puis c'est aussi des questions qui peuvent être différentes parce que les réalités, y compris les réalités biologiques, sont pas nécessairement les mêmes. Et puis les réalités normatives, le poids qu'on fait peser sur les femmes de l'âge est plus lourd que pour les hommes, par exemple. Donc les relations ne sont pas tout à fait les mêmes. La question professionnelle, elle peut être aussi différente. C'est quoi mon ambition ? C'est quoi mes envies ? Est-ce que je veux être chef ou est-ce que j'ai envie de passer à autre chose, par exemple ? La réponse n'est pas nécessairement la même. Il y a la question des enfants qui n'est pas nécessairement la même. J'ai raté, j'ai pas raté. Il y a quelque chose autour de ça. Donc finalement, les questions sont... Derrière, la question du sens, c'est la même. En fait, je veux faire quoi de ma vie ? Après, les réponses, souvent on le sait, c'est quand même les femmes qui décident. Donc par exemple, dans un couple... Ah bon ? Ouais, c'est une surprise. Oui, c'est ça. Oui. C'est quand même souvent les femmes qui disent, bon allez, c'est bon, on arrête. Et entre autres, on arrête parce que... ça va quoi. Mais dans un entretien que j'ai fait avec une dame, la personne m'avait dit moi j'ai signé pour le meilleur et pour le pire avec mon mari, mais j'avais pas signé pour repasser tous les déjeuners avec lui quoi. Donc à un moment donné, c'est aussi je vais peut-être passer à autre chose. Et donc souvent, se dire je prends mon risque. On a parlé du portrait de l'homme et de la femme de 50 ans à l'époque. Aujourd'hui, c'est quoi le portrait robot de... Alors, on parle de 50 ans parce que c'est une limite, mais bien évidemment, il y a au-dessus. Donc, le portrait robot de l'homme ou de la femme de 50 ans aujourd'hui. La femme et l'homme de 50 ans, justement, le premier élément à 50 ans, c'est de savoir qu'on a devant soi une quarantaine d'années, peut-être plus, une cinquantaine d'années. Ça change tout par rapport à avant. Avant, les gens se le disaient pas vraiment, mais en même temps, ils savaient qu'il y avait une dizaine d'années, quoi. Donc là, on se dit, j'ai 30, 40, 50 ans où je peux, en plus, être globalement autonome. Donc c'est quand même ça le premier élément. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est presque un vertige. Avant, la question ne se posait pas, parce que tout simplement, c'était pas le sujet. Donc ça, c'est ça le premier élément. Deuxième élément, c'est tout simplement des gens qui sont, globalement, qui aient 50, 60, 70, 80. Vous savez, on est toujours, quand on parle de l'âge, on dit, ah, les EHPAD. Non, mais c'est 8% des plus de 60 ans qui sont dans ces logiques-là.
C'est-à-dire que la majorité des gens qui ont 50, 60, 70, 80 ans, ils vont bien. Ils sont chez eux, ils sortent, ainsi de suite. Alors, ils ne font pas nécessairement le marathon en 2h30, mais ça ne les empêche pas de faire plein de choses. Donc, deuxième élément, c'est ça. C'est finalement, je vais bien, je vais continuer d'aller bien, et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc finalement, un peu comme vous, jeune et beau. Un peu comme vous. On a bien fait de l'inviter. Je vais beau. Caroline, Jeune et belle. Je vais belle. Justement, Caroline, je pense que vous vous reconnaissez complètement dans cette description. Tout à fait. Et puis, il y a surtout une liberté, hein, femme libre, voilà, vous voyez, je l'affiche. Hein, et vraiment, cette liberté, je pense qu'on l'acquérit. J'ai toujours un problème avec ce verbe, mais à partir de 50 ans, parce qu'il y a voilà, des étapes de la vie qui sont passées. Et voilà, il y a les enfants qu'on a accompagnés et qui vont sortir du nid. Parfois, le mari qui s'en va ou qu'on met à la porte. Et puis, il y a plein d'autres choses qui nous attendent, et c'est jamais fini en fait jusqu'au bout. Donc il faut toujours garder cette espèce de foi en soi et cette énergie positive. Et moi, c'est ce que j'essaye de transmettre à travers tout ce que je fais, quoi. En fait. Alors justement, avec tout ce que parmi toutes les choses que vous faites, vous avez posé pour une campagne de pub pour la lingerie, voilà, qu'on a vu un peu dans toute la France. Ah oui, c'est moi. Oui, c'est vous. Alors, d'abord, est-ce que en acceptant de poser pour cette publicité, vous vouliez faire passer un message? Oui, ben, bien sûr, parce que j'allais pas, me mettre comme ça en avant. D'abord, il fallait oser, il fallait avoir un peu d'audace, parce que à 62 ans, ne faisant pas un 36 comme on peut le voir sur la photo. Et les photos ne sont pas retouchées. Non, elles ne sont pas retouchées, mais plutôt un 44 avec les imperfections que la vie m'a offertes, en fait. Ben, il fallait. Le message, c'était en fait, acceptons-nous tels que nous sommes, arrêtons de vouloir être comme la copine ou comme la voisine ou comme la société voudrait que nous soyons et que voudrait nous mettre dans des cases, en fait, avec certains dictats. Tu dois être comme ça, tu dois être mince, tu dois être blond, tu dois avoir les yeux bleus. Enfin, il y a des. Aujourd'hui, on est en 2022, c'est pas possible. On est dans une société qui a changé. On n'est plus dans les années 80. Il faut qu'il y ait une diversité, et cette diversité, ben ça fait partie de la diversité du monde d'aujourd'hui. Et femmes auxquelles on peut vraiment s'identifier, surtout. Ben voilà, c'est ça. Enfin, j'ai eu beaucoup de messages quand même. Alors justement, les retours, oui, c'était quoi? Voilà, les retours ont plutôt été positifs, hein, puisque je reçois quand même beaucoup de messages sur mon compte. Et puis, il y avait quand même, je dois le dire, certaines femmes, et là, à chaque fois, je suis un petit peu choquée. Je me dis, mais pourquoi ce sont les femmes qui sont les plus mauvaises entre elles? C'est quand même dingue, ce manque de sororité. Et des femmes qui m'envoyaient des messages, mais comment peut-elle se montrer comme ça, avec ses bourrelets, sa cellulite, ses seins qui tombent? Non mais passez votre chemin, madame, vous ne m'intéressez pas. Ou alors, je vous projette une image que vous n'avez pas envie de voir de vous-même. Et c'était, bon, ça a entraîné pas mal de débats, cette publicité, c'est vrai, parce qu'elle a été quand même dans toute la France, et donc elle a été beaucoup vue, en me disant, on t'a vu, et moi je me voyais pas, et un jour je suis arrivée devant un arrêt de bus, comme ça, et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et là, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit, bravo à toi, ouais. Parce que fallait le faire, quoi, en fait. Et j'espère que ça a changé des codes et que ça continuera surtout. Parce que si c'était juste un one-shot comme ça, il n'y a aucun intérêt, en fait. Il faut vraiment que les marques et que la société continuent à changer les codes qui sont actuels et qui sont plus dans la vraie, enfin, de notre d'actualité. Tout simplement. On va peut-être interroger la salle aussi, non? Après tout ce que vient de dire Caroline, je pense que vous allez faire attention à vos réponses. Alors, Michel, on commence par qui? Les hommes ou les femmes? Je ne regarde pas les réponses. On va commencer par les hommes. Alors, messieurs, que ceux qui ont trouvé cette campagne positive lèvent le bras. Positif. Il y a quand même une minorité d'hommes, hein, je n'avais pas fait attention. Mais déjà, oui, il n'y a pas énormément d'hommes. Et ceux qui l'ont trouvé pas positif? Qui n'ont pas aidé. Ils n'osent pas. Personne n'ose. Ils ont la trouille. On n'est pas tous sévèrement burnés ce soir. Hein. Il faut oser. Non, mais c'est pas grave, c'est pour ouvrir un débat. Vous avez le droit de. Je vous en voudrais pas. De ne pas avoir. Il y en a pas mal qui n'ont pas levé ni au début ni à la deuxième question. Donc on voit à peu près la réponse. Les hommes n'ont pas. Oui, non, les hommes. Alors, il y avait eu un sondage qui avait été fait dans la rue d'ailleurs. Devant une boutique avec cette affiche, et donc ils avaient arrêté pas mal d'hommes, et
des jeunes et des moins jeunes qui disaient « Mais moi, je trouve ça super, en fait, de faire ça, bravo ». Voilà, les hommes étaient beaucoup plus bienveillants que les femmes, en fait. Serge, Qu'est-ce que vous une en réaction? Serge? Alors, il va dire que c'est formidable, mais Non, le sociologue. Voilà, d'abord, le mot qu'il y a derrière, c'est le mot liberté. Voilà. Si j'ai envie, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais Voilà. pas. C'est aussi ça, il n'y a pas d'obligation. C'est de se dire, finalement, les codes, ils sont très divers et en même temps, on les enferme. Et donc, c'est aussi prendre son risque, mais c'est aussi prendre sa liberté, mais des deux côtés. C'est autour de ça. Finalement, on est souvent enfermé. Ma compagne dit souvent, je ne corresponds pas tout à fait au canon de la beauté occidentale. Parce que je suis petit, j'ai pas de cheveux, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, on peut Alors, chacun elle parle avoir de vous, des... je croyais que vous parliez. Je croyais qu'elle parlait d'elle. Ah Oui, bah, elle est on peut aussi avoir ça. lucide. Elle est lucide. Elle est lucide par ailleurs, Ouais, voilà. ouais, Mais d'accord. c'est pas pour autant que. Ouais. Donc c'est ça, c'est sortir aussi. Pourquoi il y aurait qu'un seul type de code, un seul type de beauté. C'est aussi ça qu'il y a derrière. Du moment que vous la rendez heureuse. C'est vrai, c'est déjà pas mal. C'est le plus important. On va demander aux femmes maintenant. On a un peu une idée de celles qui vont lever les mains. Celles qui ont aimé cette campagne. Levez la main. Ah ouais. Et celles qui n'ont pas aimé cette campagne. Et pourquoi? ils se disent, si jamais je lève la main, ils descendent demander pourquoi. Voilà. Et vous n'avez pas tort. Hein, c'est ce que tu aurais fait, Michel. Bah oui. Il n'y a personne qui a... Alors, on va poser la question autrement. Pas qui n'a pas aimé, mais qui a eu un petit moment de réticence au moment où la campagne s'est affichée en se posant des questions si c'était bien de le faire et qui finalement a changé d'avis en se disant que c'était bien. Voilà. Est-ce que là... Est-ce que là, il y a quelqu'un qui lève la main? Ah! Vous êtes une dame, monsieur, donc. Alors, non, mais c'est intéressant. Au début, ça vous... Attendez, je vais descendre. J'ai un escalier quelque part ou pas? Ouais, là-bas. Non, mais c'est bien parce que, bien évidemment, au début, on se pose forcément des questions. Quelle a été votre réaction la première quand vous avez vu la campagne? Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Parce qu'apparemment, vous avez aimé. Au début, oui, je trouve en tout cas que cette femme est très courageuse, mais au début, ça pouvait être un petit peu étonné, et après, j'ai compris que c'était bien de montrer qu'on pouvait pas respecter les critères de tout le monde et se mettre aussi comme ça en avant. Et c'est aussi l'intérêt de cette campagne, c'est de changer complètement le regard qu'on peut avoir, et en se disant, ce que disait Caroline tout à l'heure d'ailleurs, pourquoi on n'aurait pas le droit de se montrer? Parce qu'on a un petit peu de bourrelet, parce que puis en plus, on n'est pas tous obligés de passer par les mains d'un chirurgien esthétique pour, à un certain âge, vouloir ressembler à ceux qui ont 20 ans de moins. Voilà, de décomplexer les femmes, merci en tout cas. Tout à fait, décomplexer les femmes. Et en fait, ça a permis à pas mal de femmes de se dire, en fait, moi je suis comme elle, mais c'est génial. Donc je vais aller dans des agences de mannequins. Serge, vous avez dit que qu'un cadeau réinvente l'âge. Vous parlez de révolution silencieuse. Est-ce que ça veut dire quoi? Que vous êtes très optimiste sur la visibilité de cette génération? Oui, c'est-à-dire que révolution silencieuse, parce que personne n'est descendu dans la rue pour dire j'ai le droit d'eux. Mais en même temps, la réalité, elle est celle-là. Mais c'est aussi une réalité de quantité. Jamais il y a eu autant de personnes de plus de 50 ans dans la société, en France et dans le monde. Jamais c'est arrivé. Et ça va continuer. Notre destin démographique, c'est l'âge. C'est pas les jeunes. Les jeunes, il y en a de moins en moins. C'est l'âge. Donc on va augmenter. Et en même temps, jamais des gens de plus de 50 ans, 50, 60, 70, 80, ont été autant en forme. Donc les deux, ça rend plutôt optimiste. Caroline, est-ce que vous trouvez justement que les choses évoluent dans le bon sens depuis le début de votre engagement concernant les 50 ans et plus? Est-ce que leur représentation est quand même aujourd'hui un peu plus positive ou il y a encore beaucoup de boulot? Vous voyez ma tête? Oui, il y a encore beaucoup de boulot en fait, parce que on est au début en fait, et on sait que ça prend du temps. Et moi, tout ce que je fais, c'est pour les futures générations. Comme je vous ai dit, j'ai 62 ans aujourd'hui, donc voilà, pour moi, c'est passé. Mais j'espère que d'ici une vingtaine d'années, en fait, quand les jeunes femmes qui ont 20 ans aujourd'hui auront 40 ans, eh bien, elles se retrouveront à travers, voilà, dans les magazines, à travers les médias, etc. J'espère que ça aura changé. Mais il y a une chose est sûre, en fait, c'est que grâce au réseau, ou à cause des réseaux, peu importe dans quel sens on le dit, les portes sont ouvertes. Ça a libéré la parole sur plein de choses. Et à part, si on les ferme tous, ça y est, c'est lancé, c'est ouvert.
Donc, on est obligé de suivre un petit peu, en fait. Hein. Caroline, un petit exercice. En 1 minute 30 maximum, vous me donnez les 3 stéréotypes sur l'âge que vous détestez, en m'expliquant pourquoi. Bon, alors 1 minute 30. Déjà, les cheveux. Les cheveux, à partir de 50 ans, il paraît qu'une femme devrait se couper les cheveux. Qui a dit ça? Moi, j'ai jamais... Ouais, c'est écrit nulle part, c'est vrai. Ouais, ça, c'est un truc... Et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Ouais. On entend beaucoup. T'as 50 ans, non mais tu vas pas rester comme ça, t'as vu? Enfin, ça c'est... Ensuite, par rapport à l'amour, puisqu'on est quand même, on parle aussi d'amour, une femme de 62 ans qui est avec un homme de 40 ans, comment on l'appelle? Une cougar, il me semble, non? Je suis désolée, moi je suis pas un animal, hein. Alors qu'un homme qui se balade au bras d'une femme de 20 ans de moins, bah, c'est normal. Mais il n'y a pas de terme en plus. Il n'y a pas de terme. Ouais, vieux beau peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Mais Il n'y a pas de terme, comme c'est normal. Voilà, c'est normal. Alors, on a quand même notre président qui a ouvert la porte par rapport à ça. Hein, donc, voilà. C'est Je vrai. ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'était quand même c'était un grand changement. Et puis, il y a aussi un terme que je déteste, qui est utilisé par beaucoup de marques, qui est anti-âge. Comme si, aujourd'hui, une crème pouvait nous empêcher en fait de vieillir. On sait très bien qu'il faut qu'on prenne soin de soi, qu'il faut se mettre des crèmes, etc. Mais enfin, les rides, moi je trouve que c'est beau une ride aussi. Alors pourquoi anti-âge? Pourquoi anti c'est déjà négatif? Pourquoi pas utiliser pro-âge ou aging, si on parle un peu en anglais, ou de trouver des termes mais qui soient plus doux, Positif. plus positifs, voilà. Voilà. J'ai dépassé les 1 minute 30. C'est non. pas grave, c'est Ouais, passionnant, c'était Caroline. pertinent, vous aurez écouté encore pendant des heures. Michel, à mon tour de vous poser une petite devinette. Je sais que vous aimez bien les petites devinettes. Parmi les 10 acteurs les mieux payés aux États-Unis, combien ont plus de 50 ans à votre avis? J'ai aucune idée. Hein. La moitié. Des plus de 50 ans. Ouais, pile la moitié. Daniel Craig, 54 ans, il arrive en première position. Brad Pitt, 58 ans. Sandra Bullock, 57 ans. Julia Roberts, 54 ans. Et Mark Wahlberg, 51 ans. Ben, je ne vous ai pas trouvé, mais vous savez... Non, mais il n'y a pas de carrière internationale. Je suis au début de ma carrière moi, d'acteur, donc dans quelques années. Voilà. Donc rendez-vous dans quelques années. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir. Merci, Merci beaucoup. Caroline. Je vous Alors raccompagne. Serge, vous n'allez pas partir comme ça. Moi, il faut me donner 3 raisons d'être optimiste après 50 ans. Alors comme je sais que vous êtes très très bavard, Serge, vous allez me faire ça en moins d'1 minute. 3 raisons. Attention, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, top. Top. Première raison, on va vivre longtemps. 50 ans, encore une fois, il reste une quarantaine, une cinquantaine d'années. Deuxième raison, on va vivre très, très majoritairement en forme. Ouais. Super. Troisième raison, on va rencontrer plein de gens. C'est top, non? Oh, putain, ça me donne envie de Super, vieillir. hein. Non, mais ça Voilà. me donne envie de vieillir. Moi. Bon, vous inquiétez pas, Michel ne devrait pas tarder à revenir, surtout que le sujet qu'on va traiter maintenant devrait l'intéresser, puisque dans la première partie, effectivement, nous avons vu que la représentation des 50 ans et plus ne reflétait pas forcément la réalité. Mais qu'en est-il pour leur sexualité? Eh bien, pour en parler, j'accueille Hélène Frébault, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Hélène, installez-vous. Alors Hélène, vous êtes coach de vie amoureuse et vous Absolument. accompagnez, disons demain, dans des sessions de live coaching. Alors nous sommes évidemment très curieux de savoir en quoi consiste votre métier. Mais avant, je pense que Michel ne devrait pas tarder. Voilà. Arrive. Qu'est-ce qu'il faisait Michel dans les Et coulisses? j'étais accompagné. Il discutait, J'étais pas seul. discutait avec Pour- Agathe. Voilà, pour tordre le cou aux idées reçues et répondre à ceux qui parlent de date de péremption amoureuse. Comme c'est beau, voire sexuelle à partir de 50 ans. Effectivement, je suis venu avec Agathe Deflou, qui est sexologue et psychiatre, et on va plutôt Bonsoir, s'intéresser à une sexualité assumée et aux nouveaux parcours amoureux. Alors, Hélène, déjà, en quoi ça consiste votre métier là, pour qu'on comprenne bien? Alors en fait, oui, donc je suis coach de vie amoureuse. Donc moi, je m'occupe de l'amour. Donc la sexualité en fait partie. Et notamment, j'accompagne des célibataires, notamment de 50 ans et plus, et qui ont envie de refaire leur vie amoureuse. Parce que figurez-vous que être célibataire à 50 ans, c'est pas si original que ça maintenant. Ça existe. Il y en Mais- a beaucoup.
Et ouais. qui ont été séparés, divorcés, et qui se disent ouais, il faut peut-être que j'ouvre une nouvelle page. En tout cas, c'est un métier d'avenir, puisque d'après un sondage, disons demain, 46% des quinquas jugent utile l'aide d'un coach ou d'une coach. Ça veut dire quoi? Parce que c'est beaucoup, 46%. On a perdu le mode d'emploi après 50 ans, c'est quoi? On ne sait plus draguer après 50 ans? Ah, mais ça se résume pas seulement à draguer. Alors déjà, est-ce qu'on a déjà appris à draguer, hein? Quelquefois, on est un peu tombé sur son premier conjoint un peu par hasard, sans vraiment avoir compris comment on avait fait. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est marrant, ça fait marrer beaucoup de gens dans la salle. Par hasard. On est tombé sur le conjoint. Mais oui, et c'est aussi c'est un petit peu dans les croyances collectives, qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à apprendre. C'est magique, ça tombe tout seul, et voilà. Mais le problème, c'est que quand on a 50 ans et plus, on a les mêmes amis, on a un job stable, on a fait sa carrière, etc. Comment on fait pour rencontrer des nouvelles personnes? Ouais, c'est pas si simple que ça. Et aussi, on a un petit bagage, des fois, qu'il faut savoir délester. Avant Avoir de des grosses valises aussi, pour certains. Alors, Parfois. Hélène, 62% des célibataires de plus de 50 ans sont des femmes. Alors, imaginons, je suis célibataire, je m'inscris à 10 ans demain, pardon, et quel serait... Vous auriez du succès. Oh, mais c'est gentil, ça, mais... Il va falloir que vous me coachiez, parce que je ne suis pas sûre d'être encore complètement prête. Mais quels seraient vos meilleurs conseils pour mettre toutes les chances de mon côté? Alors, le premier conseil, déjà, va vous rappeler que c'est de l'amour. Donc oui, comme on disait, le flirt virtuel reste du flirt. Donc il faut d'abord reprendre plaisir et confiance un petit peu dans l'exercice. Si on n'a jamais vraiment su le faire, c'est pas grave, on peut faire des erreurs, mais on peut aller sur un site de rencontre. Ça permet aussi de s'entraîner un petit peu, de voir un petit peu de quoi on est capable. Qu'est-ce que vous appelez le flirt? Et ouvrir la porte. Le roulage pour moi, de le pelle? flirt, c'est ce que vous appelez draguer, c'est-à-dire qu'on est dans la séduction. On va essayer de créer un lien particulier avec quelqu'un pour savoir si on a envie d'aller plus loin et de construire quelque chose, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas... D'ailleurs, c'est marrant parce que ce terme de flirt est presque désuet un petit peu, non? Oui, alors moi j'aime bien flirt parce que ça donne l'idée, c'est un peu c'est de l'anglais, mais ça vient de compter fleurette, donc on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que... On se fait la cour. On se fait la cour et c'est assez, effectivement... C'est comme ça que vous coachez les plus de 50 ans aujourd'hui? Alors non, pas du tout, mais Vous moi voulez je trouve compter que c'est fleurette? mieux que draguer, ça fait un peu, vous sortez votre filet. Non, mais c'est pas ça, c'est flirt. Quand on voilà. dit t'as flirté avec lui, c'est t'as fait un French kiss, quoi. Enfin, c'est ça l'expression, Alors ça, c'est votre interprétation, Ah non, qui date un peu. Dire French kiss, Michel, forcément. Bah, quand tu dis t'as flirté avec lui, c'est quoi? Tu c'est t'es promené le dans la main, t'as compté fleurette, t'es quoi? T'es allé au restaurant. Ah, c'est comme ça, quand t'as flirté avec quelqu'un, T'es allé au tu... cinéma, ouais. En fait, moi, ce que je mets Je derrière le revois mes flirt, définitions, alors. ce que je mets derrière le flirt, c'est surtout le jeu. C'est un jeu. Alors, il faut se rappeler que c'est un jeu. Donc il ne faut pas le prendre trop sérieusement, même si on cherche sérieusement, mais on n'est pas obligé de se prendre au sérieux dès le début. Et c'est surtout c'est cette énergie de joueuse. Et on voit bien, c'est ça qui va donner envie d'en savoir plus sur l'autre personne, d'aller plus loin, de la revoir, de la revoir jusqu'à ce qu'on la connaisse. Alors vous coachez aussi en essayant d'orienter, d'aider les gens à se dire tiens, celui-là il coche les cases, ou en tout cas il est un peu plus... Alors oui, je vais on les peut guider matcher. sur tout le parcours. Donc effectivement, quand ils vont faire des rencontres, on va aussi voir, je vais les aider dans le parcours. Alors si Véronique voulait s'inscrire, ce que je lui dirais aussi, c'est d'être le plus authentique possible, parce que oui, c'est virtuel, donc le code est un petit peu différent, mais finalement, il faut essayer de coller le plus possible, parce que vous le feriez dans la vraie vie. Si vous rencontrez quelqu'un, la première chose qu'elle voit, c'est votre visage. Je dis ça parce que j'ai fait un live coaching la semaine dernière, encore, on voit beaucoup d'erreurs sur les sites de rencontres. Des gens qui, comme ils n'ont pas très envie de s'inscrire, ils ne savent pas très bien comment faire. Donc ils viennent avec des lunettes de soleil, des photos floues, etc., etc. Donc évidemment, ce qu'on veut voir, c'est Véronique, et Véronique telle qu'elle est aujourd'hui, donc pas la photo d'il y a 10 ans, on s'en fiche. Ah ouais. On veut qu'elle va plaire comme elle est aujourd'hui. Donc c'est là il faut se faire un petit peu confiance. En fait, on voit qu'au-delà de ça, évidemment, on se dit, quand on est de l'extérieur, on se dit ça peut paraître un peu absurde, mais quand on s'inscrit, c'est une démarche on a une petite appréhension. Et donc c'est là où il faut passer au-delà de l'appréhension. Alors on dit aussi que le visage est important, bien évidemment, mais il y a la voix qui compte énormément, et ça c'est sur disons demain, on peut entendre la voix, en quoi elle intervient. Oui, alors ça c'est mon troisième conseil, c'est on commence par un échange virtuel, mais le vrai objectif, c'est de rencontrer une personne dans la vraie vie. Donc on ne va pas rester sur le profil, une photo, 3 lignes de texte, quelques critères qui ont été cochés. Et des fois, il faut aller au-delà, puisque le profil n'est pas la personne. Alors, j'aime bien dire ça, parce qu'en fait, des fois, on a des belles personnes qui sont cachées derrière de vilains profils.
en Donc fait. ça veut dire que vous aidez les personnes aussi à identifier le profil qui pourrait leur correspondre. C'est-à-dire, vous Oui, allez mais leur en tout dire, cas, je vais ah, les cette aider à personne être un peut peu. vous En fait, correspondre. les deux clés pour trouver, ça va être l'ouverture d'esprit et la curiosité. Donc c'est pour ça qu'il faut égaler, pas avec son bagage de 3 tonnes, mais plutôt avec une démarche un peu plus légère et se dire aussi, c'est un peu pragmatique. On est bien sûr, c'est l'amour, on a envie d'être romantique, que ça tombe tout seul, que ça soit magique, mais l'outil, il est assez pragmatique finalement. Il répond à un besoin qui est très, très simple, c'est je ne retrouve pas de gens disponibles dans ma vraie vie, et là j'ai un vivier abondant où c'est simple de s'inscrire et c'est rapide et c'est facile. En plus je peux faire ça en pyjama dans mon canapé, donc c'est plus facile que d'aller dans une soirée de célibataire, de se préparer, on n'a pas de garantie de trouver la personne qu'on veut, etc. Donc quelquefois ça va être plus simple. Donc il faut être un petit peu réaliste, un petit peu pragmatique dans sa démarche aussi. Et donc la voix, pour revenir à votre question, Michel, bien sûr, la voix, on va rentrer déjà dans un échange entre une personne et une autre personne. C'est plus des cartes Pokémon, un profil et un autre profil. Et souvent, vous allez être surpris de la voix qui ne va pas forcément coller à la projection que vous avez faite sur la photo. Donc déjà, c'est déjà bien. Ça ne suffira pas, il faudra quand même voir la personne en vrai. Mais ça aide. Agathe, Oui. vous êtes, je le rappelle, sexologue et psychiatre. Vous recevez des personnes de 50 ans et plus, alors ce sont plutôt des femmes. Est-ce que ça veut dire que les hommes n'ont aucun problème sexuel? Alors, bonne question. Alors, en effet, je reçois beaucoup de femmes, parce que les femmes, on l'a vu avec la première partie, en fait, elles évoluent, elles veulent plus de compromis concernant leur représentation, leur vie sexuelle. Alors, si, les hommes, ils ont aussi des problèmes avec la sexualité. Et d'ailleurs, ils viennent pour ça. Ils ont un problème. Et ils veulent une résolution. Ils viennent, ils ont un problème d'érection, par exemple, et ils veulent qu'on trouve une solution. Alors que les femmes, elles sont plus curieuses. Elles viennent pour améliorer tout simplement leur vie sexuelle. Donc en gros, les hommes, c'est plus la mécanique, nous, c'est plus cérébral. C'est ça. On peut dire ça comme ça. C'est un peu cliché, mais... On peut simplifier. Puis à partir de 50 ans, il ne faut pas oublier non plus que les femmes sont confrontées à un phénomène encore très tabou dans notre société, qu'on appelle la ménopause, voilà, qui entraîne de nombreux changements d'ordre physique mais aussi psychologique. C'est vrai que ça joue sur notre humeur. Donc si on est pénible à la ménopause, c'est normal, messieurs, mais ça passe, ça ne dure pas. Et puis aussi, ça peut avoir un impact sur notre sexualité, voilà, baisse de la libido, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale. Tout ça, c'est pas très propice à une sexualité épanouie, libérée. En effet, mais ce n'est pas systématique. C'est important de le savoir. En fait, cette fausse croyance, elle vient de la superposition de deux notions qui sont la sexualité et la procréation. Alors, heureusement, maintenant, la société elle a quand même évolué par rapport à tout ça. Mais la ménopause, ça crée en effet un chamboulement hormonal. Ça peut faire des changements au niveau corporel, au niveau psychologique aussi, évidemment, on l'oublie souvent. Mais en ce qui concerne la sexualité, il faut bien comprendre que la sexualité, c'est une continuité tout au long de la vie. Et donc, la sexualité post-ménopausique sera en lien et dans le prolongement de ce qu'elle était avant. Voilà, il n'y a pas de rupture brutale. Et s'il y a des soucis, comme vous avez évoqué, eh ben, on trouve des solutions, on en parle à son médecin, on en parle et on trouve des solutions tous ensemble. On entend souvent dire que après la ménopause, et je ne vais pas faire une généralité, mais après la ménopause, la libido chez la femme diminue. Est-ce que, encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais pas mal de femmes après la ménopause le disent à leur mari, en tout cas. Est-ce que c'est parce que c'est leur mari et que ça fait 40 ans et que ça fait 40 ans qu'elles font l'amour avec le même mec, ou est-ce que c'est des raisons hormonales, ou est-ce que c'est faux? J'allais vous le dire, en fait. Il faut se poser la question de ce qui est proposé à ces dames. Et est-ce qu'elles en ont encore envie, en fait? Voilà. D'accord, donc le mec dont la femme dit après la ménopause j'ai moins envie qu'avant doit se remettre en question. Il faut qu'on en discute. Non, mais il y a aussi un problème hormonal quand même. Il y a une baisse des oestrogènes qui va jouer sur la libido. Oui, évidemment. Mais ça peut être aussi une bonne base pour repartir sur une nouvelle sexualité, une nouvelle intimité, permettre de consulter sur ces questions-là, parce que parfois on laisse un peu ça de côté, voilà. Et là, ça peut être vraiment le moment de se dire ah bah là justement j'ai un problème ou j'ai des douleurs, etc. Et donc je viens consulter pour ça, et ça peut redonner aussi un élan pour le couple, évidemment. Et il faut aussi que ces messieurs soient concernés. Bon, voilà. on parle des femmes, mais chez l'homme, il y a aussi l'andropause quand même, Michel. Alors c'est moins brutal. Non, mais ça existe, c'est une réalité physiologique, une baisse c'est très discuté. de la testostérone. Mais...
Non, c'est vrai. Hein. C'est vrai, l'andropause est très discutée. Il y a une diminution du taux de testostérone avec l'âge qui est beaucoup moins brutale que l'arrêt des hormones féminines pendant la ménopause. Et encore, c'est pas tous les mecs qui vivent, tous les hommes ne vivent pas une diminution de la testostérone, c'est vrai. C'est vrai, mais on remarque quand même que la testostérone a aussi des variations tout au long de la vie. Et par exemple, quelque chose qu'on ne sait pas forcément, à l'arrivée d'un enfant, les hommes ont une baisse de la testostérone. Voilà. Donc il y a aussi ces modifications-là. Et on n'en parle pas souvent non plus. Et est-ce que c'est l'œuf et la poule, est-ce que l'homme a une diminution de la testostérone après l'accouchement de sa femme parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il patiente un petit peu, ou parce qu'il a assisté à l'accouchement aussi, ou parce qu'il a assisté à l'accouchement, ou non, on sait pourquoi ou pas, ou c'est physiologique uniquement? Les études ont montré que c'était plutôt en lien avec l'impulsivité, et ça diminuait justement ces caractères à risque d'irritabilité, etc. En lien, je pense, avec toutes ces modifications qui arrivent dans le couple, etc. Alors, petite question à notre public. Bon, rassurez-vous, les réponses seront anonymes. Hein. Avez-vous l'impression d'avoir une sexualité plus libre à 50 ans qu'à 30 ans? Voilà, vous avez juste à répondre oui ou non. Et on verra si vos réponses sont en accord avec le sondage. Les disons demain. Les résultats vont s'afficher dans quelques instants. Encore une fois, quand on dit 50, si vous avez plus de 50, vous pouvez répondre. C'est près de 70% oui et 30% non. C'était quoi le résultat vous êtes pas très loin, mais ils sont meilleurs. Hein. Ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Vous êtes beaucoup plus libre. C'est peut-être pour ça que vous êtes là, vous me direz. Vous voulez rencontrer du monde. Que les sondés de disons demain, oui, c'est vrai. Ça vous parle, cette sexualité plus libre après 50 ans? Oui, ça me parle. Tout à fait. Parce que la sexualité, elle évolue. Et donc, du coup, on se libère de certaines choses avec la maturité. Hélène, les personnes qui font appel à vous sont plutôt à la recherche de quel type de relation relation d'un soir, relation durable ou le grand amour? Bon, je pense déjà connaître un peu votre réponse. Oui, alors ma réponse, ma vision est un peu biaisée puisque forcément les gens qui vont vouloir aller dans une démarche de coaching, en général, ils partent un peu plus sur une relation durable, c'est-à-dire un peu plus construite. Bon, maintenant, sur un site de rencontre, il y a de tout. Et après tout, il n'y a pas de honte. Simplement, il faut s'assurer qu'on rencontre les personnes qui sont dans la même intention. Donc, effectivement. C'est mieux, voilà. C'est mieux, c'est sûr. Et après la cinquantaine, qu'est-ce qui change dans la sexualité, Agathe? C'est quoi? On a moins de tabous, on a plus envie de découvrir de nouvelles choses. C'est quoi? Alors déjà, ce que je peux remarquer, en tout cas dans mes consultations, c'est qu'il y a une place beaucoup plus importante à tout ce qui est ressenti corporel en fait. Le toucher va être beaucoup plus important. Alors le toucher, c'est vaste, avec différentes parties du corps, un effleurement, un appui plus prolongé. Donc on va retrouver en fait une sensualité qui va être mise plus au premier plan. Mais est-ce qu'après 50 ans, on pense plus au sexe qu'avant 50 ans ou pas? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire avant 50 ans, voilà, il y a les enfants élevés, il y a le boulot, c'est forcément pas top pour la libido. Bon, après 50 ans, on peut avoir une baisse de la libido, on en a parlé surtout chez les femmes, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est sur ce plan-là? Il n'y a pas réellement on y pense plus ou on y pense moins. Je pense qu'on y pense toujours. Tous, tout au long de notre vie. Comme je suis tout à fait d'accord. Si on n'y pensait pas avant 50 ans, on n'y pensera pas plus après 50 ans, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est une continuité aussi par rapport à tout ça. Quand vous disiez tout à l'heure le corps demande plus de caresses, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on avance en âge, plus il faut prendre son temps, plus il faut de préliminaires, plus il faut de tendresse. C'est quoi? Oui, plus moins il faut de quickie. Plus on prend son temps, en effet. Alors oui, on peut varier les plaisirs et prendre du temps à un moment et faire des choses un peu plus rapides à d'autres moments. Bien sûr, il faut varier les plaisirs, évidemment. Mais en effet, on prend plus son temps, on se laisse de l'espace à la rencontre de l'autre et on veut retrouver cette intimité en fait, qui ne se limite pas juste à un acte de pénétration. L'objectif final n'est pas si important par rapport au chemin qu'on prend pour le parcourir, etc. Donc en fait, l'orgasme va être moins l'objectif tout de suite maintenant et on va plus laisser place au plaisir, vraiment. Et l'orgasme est différent en vieillissant? Alors, les orgasmes, ils sont tous différents en fonction des partenaires, en fonction des moments, etc. Il n'y a pas un seul type d'orgasme. Il y a plein de types d'orgasmes. Non, ça je sais, oui. Mais est-ce que ça change? Non, mais... La question de Michel, est-ce que ça change après 50 ans? Oui, je le dis à tout le monde. Alors, est-ce que ça change en soi avec l'âge? Je
pense pas. Non, je parle physiologiquement. Voilà, si on parle physiologiquement, est-ce que Toujours aussi l'orgasme, intense ou voilà, est-ce qu'elle est moins intense et peut-être plus tendre, j'en sais rien. Enfin, est-ce que l'intensité de l'orgasme diminue en estimant qu'on n'est pas toujours avec le même partenaire, voilà, qu'on est excité, tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'il y a moins de plaisir, il y a moins d'intensité de plaisir en vieillissant? L'orgasme en tant que tel ne va pas se modifier physiologiquement. Par contre, l'excitation sexuelle, en effet, la physiologie de l'excitation sexuelle va se modifier avec l'âge. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi besoin de plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on va le prendre aussi pour atteindre cet orgasme. La lubrification va mettre plus de temps, l'érection va peut-être mettre aussi un petit peu plus de temps. Enfin, voilà. Tout va nécessiter finalement ce retour à l'intimité et ce rapport à la sensualité. Et d'ailleurs, vous parlez d'érection. Maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, les hommes peuvent bénéficier d'une aide à l'érection, et pas seulement avec des piqûres ou avec des trucs traumatisants, mais simplement avec un petit comprimé qu'on peut prendre dans la journée si on a un rapport qui s'annonce. Ça a révolutionné complètement la sexualité des hommes d'après 50, 60, 70 ans. Et oui, et c'est très bien. Vivement que la même chose soit présente pour les femmes. Mais il y a des études, hein. Non, il y a des études, mais pour être très concret, plus on avance en âge, plus on a des risques d'avoir ce qu'on appelle des pannes. Et les mecs savent très bien qu'il suffit d'avoir une panne un jour pour se dire la fois suivante, pourvu que ça ne m'arrive pas, et alors là, ça arrive à tous les coups. Donc, c'est une sorte de béquille, mais qui a rassuré beaucoup d'hommes et qui fait que la sexualité des hommes de plus de 50, 60, 70 ans, aujourd'hui, ne pose plus de problèmes mécaniques, comme disait tout à l'heure Véronique. Oui, tout à fait. Et surtout, il faut en parler à son médecin, parce que des troubles de l'érection, c'est pas forcément lié à un problème psychologique, ça peut aussi être un symptôme d'une pathologie cardiovasculaire ou autre. Ouais, et donc, c'est très important d'en parler, et je pense que certains ne veulent pas en parler, et c'est dommage, parce qu'il y a quand même des bilans de base à faire. Voilà. Je ne vais pas dire à quoi je pensais, Michel. Pourquoi? On n'a pas de tabou ici. C'est vrai. Non, mais on parlait de maladie cardiovasculaire. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le glory morning, les érections matinales, ça, c'est un signe. C'est-à-dire que si les hommes en ont moins qu'avant, il faut aller consulter. Voilà. Alors, moins qu'avant. Mais il ne faut pas non plus inquiéter tous les hommes qui n'ont pas leur... Si vous en aviez, par exemple, je ne sais pas, 3 fois par semaine et que ça devient 3 fois par mois, attention, voilà, il faut juste aller consulter, c'était un petit message. Et si ça devient 7 jours sur 7 ? Faut peut-être aller consulter aussi, Michel. Ah, d'accord. Peut-être que vous avez abusé vous du me laisserez votre carte. Je ne sais pas. Bon, on l'a vu tout à l'heure, de nombreuses rencontres, Hélène, via votre site, se sont conclues par des relations durables. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Nous restons très exigeants. Et d'ailleurs, le sondage Disons Demain révèle que 2/3 des femmes préfèrent être seules que mal accompagnées. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, toutes les deux ? Alors, être mieux seul que mal accompagné, bon, c'est une évidence, c'est une vérité, évidemment, on est mieux. Mais ça ne peut pas devenir un mantra pour sa vie amoureuse. Parce que sinon, parce qu'être seul, au bout d'un moment, c'est pas très drôle non plus. Voilà, exactement. Moi, je ne ferais pas ce métier si je pensais que c'était une vocation permanente. La vérité, c'est que c'est de la peur. En fait, on est mieux bien accompagné que seul. Donc la question, c'est plutôt, et là, du coup, on peut faire quelque chose. On peut déplacer le problème. Dire, ok, comment je fais pour m'assurer d'être bien accompagné, de me refaire confiance et reprendre le risque de faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc là, tout de suite, on peut faire plein de choses. C'est joliment dit, merci. Merci. Avant de refermer ce chapitre, Agathe, je vais vous demander de vous prêter une petite séquence, comme tout à l'heure, dans laquelle vous aurez 1 minute 30 pour répondre. Quels sont vos 4 conseils pour avoir une sexualité totalement épanouie? Alors, attention, je vais tout vous dire. Le premier conseil, ça serait de se connaître. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qu'on peut faire de manière individuelle, on n'a pas besoin d'être en couple, c'est connaître son corps, comment il fonctionne, mais aussi ses limites, ce qu'on n'a pas envie de faire par exemple. Le deuxième conseil, plus en lien avec une relation, ça serait de communiquer et d'échanger. Et sur quoi ? Justement sur les ressentis corporels, parce que le partenaire, il n'est pas dans notre tête, donc il ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais aussi sur ce qu'on n'a pas envie de faire, voilà, sur les limites. Le troisième conseil, c'est d'être dans le moment présent. Alors c'est hyper compliqué parce qu'on est tous débordés, on a une charge mentale de dingue, et je m'adresse plus aux dames, excusez-moi monsieur, c'est pas que... Voilà, mais c'est les études qui le disent. Voilà. Les femmes ont plus de charge mentale, mais il faut se libérer de ça, il faut le laisser à la porte, cette charge mentale, et d'être dans le moment présent. Et enfin, ça serait de se libérer justement de ses peurs et de ses appréhensions. Ça évolue tout au long de la vie, et aussi au cours de la relation.
Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose, c'est que le désir, ça peut venir vite. Mais l'amour, ça prend du temps, parce qu'il faut connaître la personne. Donc c'est là où le désir va nous permettre de voir, revoir, se revoir, apprendre à se connaître et prendre le temps. Et je pense que c'est particulièrement important pour les 50 ans et plus, ils ont vraiment envie de partager. Parce que c'est le meilleur moment pour eux. En général, ils ont déjà élevé les enfants, ils ont déjà été mariés. Donc maintenant, ils ne cherchent plus que quelqu'un que pour eux. Donc c'est finalement le meilleur moment parce qu'on peut vraiment construire juste pour la personne. Et puis c'est Agatha Christie qui disait « Mon mari est archéologue, plus je vieillis, plus je l'intéresse ». C'est... Je trouve que c'est une belle... Ça illustre parfaitement Exactement. les propos d'Hélène. Une belle façon de terminer. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toutes les deux. Merci. Merci encore. Et on va passer à un autre sujet maintenant après le jingle. Alors, si la sexualité prend une place importante, on l'a vu dans la vie vous le savez, dans la vie des quinquas pour se sentir bien dans leur peau, le sport et l'activité physique font aussi partie des priorités de cette génération. Oui, surtout que l'activité physique, on le sait, peut être un très bon allié de notre libido. Hein, ça augmente les endorphines, la testostérone. Chez l'homme comme chez la femme, ça booste la libido, donc. Et puis, ça fait une plus jolie silhouette. Et puis, on est aussi plus endurant sous la couette. On n'y pense pas, mais ça joue. Non, on n'y pense pas. Donc voilà, faisons du sport. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement aux idées reçues, 60% des 50 ans et plus pratiqueraient une activité physique régulière. Alors, fantasme ou réalité, eh bien, nous allons poser la question à notre prochain invité, François Carré, que je vous demande d'accueillir. Bonsoir François. Installez-vous. Alors, je rappelle que vous êtes médecin cardiologue du sport. Vous contribuez depuis des années à remettre la France en marche, ce qui n'est pas simple. Hein. Il y a une force d'inertie assez importante. Ouais. Et François, c'est un grand sportif, mais il est accompagné d'un coach qu'on applaudit ici, Kants, qui rentre Bonsoir Kants. sur scène. Merci Bonsoir. Alors, Kants, tu vas te mettre debout tout de suite, hein, parce que on a proposé de reconstituer une journée type. Kants va nous montrer ce qu'on peut faire à différents moments de la journée pour se maintenir en forme. On imagine en un début de journée, on se lève et comme tous les plus de 50 ou de 60, vous vous levez, vous êtes rouillé, vous avez mal partout, vous vous demandez où vous allez avoir mal ce matin en sautant du lit. Et on est d'accord. Ça fait envie, hein, Michel. Je ne sais plus qui avait dit que si on n'a pas mal après 60 ans, en se levant, c'est qu'on est mort. Alors, en 30 secondes maximum, on est en début de journée. Qu'est-ce qu'on fait pour se dérouiller ? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un petit réveil musculaire assez doux. Donc pour ça, on va démarrer sur le sol ou sur le lit, par exemple, en ayant les jambes tendues. On va chercher à aller attraper les chevilles ou les pointes de pied pour les plus souples. Et dans ce sens-là, on va étirer toute la chaîne postérieure, donc l'arrière des cuisses, et le dos, les lombaires. Donc ça Michel, t'essayes pas? Je croyais que t'étais un peu rouillé. Non, je n'essaye pas, je suis complètement rouillé. On aimerait bien voir la souplesse. On peut plus rien faire pour Michel, c'est fini. Donc dans un second temps, on va placer les genoux sur le sol et on va amener les hanches vers l'avant. Si on peut, on va contracter le fessier, ça va permettre d'étirer un petit peu plus tous les fléchisseurs de l'hanche. Pourquoi pas aussi, c'est ça. On va les activer un petit peu. Et ensuite, on va se relever gentiment, placer les bras vers le haut et se détendre. Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un réveil musculaire assez doux et pas très violent, et de bien démarrer la journée. Merci Kants, et on continuera la journée avec lui pour vous montrer ce qu'il faut faire. Ça paraît rien, mais si vous faites ça tous les matins en vous levant, vous allez détendre les muscles qui sont restés un peu dans le lit, et vous allez avoir moins mal en vous levant, etc. C'est vraiment des trucs tout bêtes qu'il faut appliquer. Alors François Carré, vous êtes cardiologue du sport, je l'ai dit, aussi membre du comité scientifique de l'Observatoire de l'activité physique et de la sédentarité. Ça va, j'ai rien oublié, j'ai tout mis dans l'ordre. Bon. Alors justement, les quinquas, ils sont plutôt sédentarité ou plutôt activité physique? Voilà, quelle est la réalité? Alors comme vous l'avez bien dit, déjà, vous voyez, on parle d'inactivité physique et de sédentarité. En fait, c'est deux choses différentes. Hein. Il faut bien se rappeler que ça a changé, tout change. Vous êtes inactif quand vous ne respectez pas les recommandations qui sont proposées. Et la sédentarité, c'est le temps passé assis. Et on sait aujourd'hui que pour la santé, bien, l'activité physique que l'on fait ne suffit pas à compenser le temps passé assis si on est assis trop longtemps. En d'autres termes, ce que je vous fais passer comme message, c'est que je peux être un sportif sédentaire, ce qui est une nouvelle notion, bien évidemment. D'ailleurs, les footballeurs professionnels sont parmi les sportifs les plus sédentaires. Et j'aime bien le football, mais c'est vrai, c'est ce que nous me disent les médecins des clubs professionnels. Donc, effectivement, il faut
Au niveau de l'activité, j'ai été un petit peu surpris du chiffre que j'ai vu tout à l'heure, parce que ça dépend ce qu'on appelle activité physique. 60% se disent faire de l'activité physique. En plus, cette activité physique, on doit la faire chaque jour, normalement. Jusqu'à la différence entre activité physique et activité sportive, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, l'activité physique, c'est bouger. Pour façon très simple, dès que vous contractez un muscle, vous augmentez votre dépense énergétique. Ça, c'est les mots savants, bien sûr. Mais pour moi, j'explique toujours à mes patients, l'activité physique, vous bougez. Simplement, si vous bougez, vous faites de l'activité physique. Quand vous faites du jardinage, alors il faut que ce soit un jardinage assez intense quand même. Quand vous marchez dans la rue, quand vous allez à un rendez-vous, tout ça, vous faites de l'activité physique. C'est ça qui est recommandé. Et l'activité sportive, alors le sport, on a beaucoup de définitions. Celle qu'on prend le plus souvent, c'est quand on fait un exercice physique en accord avec certaines règles. Alors si je caricature, si vous jouez au tennis avec des amis et que vous ne comptez pas les points, quand les balles sortent, vous continuez à jouer, vous ne faites pas du sport. Si vous respectez qu'il faut que la balle aille dans les bons endroits du cours, vous faites du sport. Voilà. Mais on peut débattre pendant longtemps sur la définition du sport. Et qui sont les plus sportifs après 50 ans, les hommes ou les femmes? Alors là, mesdames, n'en veuillez pas, c'est les hommes qui sont les plus sportifs. Mais c'est à tout âge. Jusqu'à 8 ans, 10 ans, garçons, filles, c'est à peu près pareil. À partir de 10 ans, les filles diminuent beaucoup leur activité physique, avec au moment de l'adolescence encore de pire en pire. Et les garçons le sont un peu moins inactifs. Pourquoi? Comment on explique ça? On explique que, vu qu'il y a une modification du corps, de la forme du corps, et là on retombe un petit peu sur ce qui avait été dit précédemment, l'image de la jeune adolescente, c'est jamais Laure Manodou ou Laura Flessel. C'est pas des sportives, c'est toujours des vedettes qui sont plutôt maigres, etc. Et donc peut-être que ça retentit inconsciemment sur le psychisme, parce que ça a toujours été comme ça, il y a toujours une cassure garçon-fille. J'ai une autre question après sur la pandémie, mais la sédentarité dont tu parlais tout à l'heure, c'est le nombre d'heures qu'on passe assis dans la journée. Il y a un seuil à partir duquel ça devient dangereux pour sa santé, c'est lequel? Alors selon les études, on va dire que le seuil est entre 6 et 8 heures. 8 heures de position assise dans la journée. C'est des moyennes, bien sûr. Mais malheureusement, les gens les plus sédentaires au travail sont les plus sédentaires en dehors du travail, sont les plus sédentaires le week-end, sont les plus sédentaires en vacances. Aujourd'hui, nous parlons de l'addiction à la chaise. Alors l'addiction à la chaise, un petit exemple très simple. Peut-être que certains ou certaines vont se reconnaître. C'est la personne qui est secrétaire, qui a été assise toute la journée, qui sort pour prendre le métro. Le métro est à 200 mètres, 300 mètres d'elle. Elle arrive dans la station, elle s'assied en attendant le prochain métro. 2 minutes d'attente. Elle monte dans le métro, elle s'assied, 2 stations. Elle descend. 2 stations, ça fait 4 minutes à peu près. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle s'était assise en permanence. Alors elle ou il. Donc c'est vraiment l'addiction, c'est comme le tabac. Le tabac, en fin de compte, les tabagiques me disent, il y a 3 cigarettes importantes dans la journée. Les autres, je ne me rends même pas compte que je les fume. C'est à peu près pareil. Alors à partir de ce seuil de 7-8 heures, vous augmentez le risque de développer la plupart des maladies chroniques, cancer, etc. Et calculer le temps que vous passez assis, alors on vous fait asseoir pendant 2 heures, là, mais calculer le temps que vous passez assis dans la journée, vous allez voir qu'on arrive très 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 vite à 6, 7, 8 heures et qu'on dépasse donc les seuils. Et avec François, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Pour une France en forme, dont vous allez entendre beaucoup parler d'ici aux Jeux Olympiques, puisque nous sommes le consultant santé de Paris 2024, et que notre mission dans ce collectif Pour une France en forme, c'est de sortir les Français de la sédentarité et de les mettre à l'activité physique. Et entre nous, on s'envoie pas mal de mails régulièrement, et dernièrement, il y a eu une photo qui a été prise dans une station de métro, c'était à Paris, avec d'un côté un escalier mécanique bondé et juste à côté des escaliers vides. Juste à côté. C'était une photo incroyable et même de monter, je dis pour vous qui êtes ici ce soir, monter les escaliers. François, il y a eu des études dessus, on en a reçu récemment, qui montrent que le simple fait de monter des escaliers normalement, musculaires, fait que vous faites votre activité physique. Il y avait des tout à fait. Précis. Et pour compléter ce que vous dites, Michel, alors je le dis, mais j'en ris pas parce que je pense que je vais vraiment suivre une psychanalyse. Je n'arrive pas à comprendre l'attitude que les gens ont devant l'escalator. On a l'impression qu'ils n'ont pas le droit de monter les marches de l'escalator. Ce qui fait que ça bouchonne derrière.
et qu'on attend. C'est extraordinaire, regardez. Et pourtant, ce qui est encore pire, c'est que quand l'escalator est en panne, on monte les marches. Donc ça prouve qui bien sont plus hautes que les marches oui, normales. qui sont plus dures, beaucoup plus dures à monter. Donc ça veut dire que vraiment, il y a un problème et on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on parle justement d'addiction. Mais sans rire, c'est quand même la première cause de mortalité actuellement dans le monde, plus que le tabac. L'inactivité physique et la sédentarité. Et la pandémie a changé quoi? Alors la pandémie a... Alors il y a eu deux réactions. Si on va dire globalement, la pandémie a augmenté le temps de sédentarité. Alors on a fait reporter ça sur le télétravail, tout simplement de mon point de vue, parce qu'on n'a pas appris aux gens à télétravailler. Quand je vois des gens qui me disaient que dans le télétravail, ils travaillaient 12 heures par jour ou 11 heures par jour, je ne pense pas qu'au boulot, ils travaillaient 11 heures par jour. Donc je ne comprenais pas. Il faut dire qu'ils commençaient leur matinée avec leur ordinateur tout en étant en pyjama avec le petit déjeuner à côté. Donc c'était pas très bon. Donc ils avaient perdu ça. Et puis surtout, il y a une autre chose aussi qui est... Alors, je porte beaucoup de mauvaises nouvelles, hein, je suis désolé, mais je suis pourtant un optimiste, très optimiste. Et moins vous bougez, plus vous êtes assis et plus vous mangez. Vous avez tous eu, je suis sûr, quand vous restez longtemps assis, une fringale tout d'un coup, difficile à réfréner, en tout cas moi ça m'est arrivé. Vous vous ruez sur le frigidaire et c'est très rare que vous mangez de la salade. Donc, effectivement, on se retrouve devant, je bouge pas, je brûle pas de calories et en plus, je vais manger plus. Et on sait comment ça marche. Tout ça, c'est parfaitement démontré parce que pour prouver tout ce que vous a dit Michel et ce que j'essaye de dire, on a des études. Quand vous êtes assis trop longtemps, vous libérez une hormone qui active l'appétit. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez un grand verre d'eau, mais vous n'allez surtout pas grignoter. Le snacking, le fameux snacking. Et pareil, que vous soyez encore en activité ou pas, ou à la retraite, vous passez du temps probablement devant les ordinateurs, devant Internet, etc. Sachez qu'il faut se lever toutes les heures entre 1 et 2 minutes. Pas pour compenser complètement la durée pendant laquelle vous étiez assis, mais ça augmente quand même les efforts, ça augmente l'activité physique. Alors, d'après ce que m'a dit Martine Duclos, qui est aussi une référence en matière de physiologie autour de l'activité physique, plus que le fait de rester debout pendant 1 minute ou 2, c'est le fait de vous lever et de vous rasseoir. C'est ça qui fait l'activité physique. Donc oui, c'est bien si vous pouvez rester debout 1 minute ou 2. Moi, j'ai fait installer dans mon bureau un bureau, je vais le recevoir, un bureau qui se lève, ne serait-ce que pour de temps en temps faire l'aller-retour. Donc vous vous levez, vous vous rasseyez, vous vous levez, vous rasseyez de temps en temps, plusieurs fois par heure. Et ça, c'est bon pour la santé. Ça, c'est prouvé. Et en plus, il y a des petites choses. Pour vous en convaincre, c'est assez simple. Vous travaillez devant votre ordinateur, on va dire 2 heures. Et vous allez, a priori, en tout cas moi ça m'arrive de temps en temps, devenir un petit peu plus bête que d'habitude, puisque vous lisez 4 fois la même ligne et vous n'arrivez pas à imprimer. Et c'est curieux, vous vous levez, vous marchez 2 minutes, vous allez simplement vous laver les mains, vous revenez, vous redevenez intelligent, vous comprenez tout ce qu'il y a écrit. Donc c'est la preuve formelle que votre cerveau, quand vous restez assis longtemps, n'est plus perfusé de façon normale. On l'a montré avec des études aussi. Donc c'est-à-dire que votre cerveau perd son oxygène. Et à ce moment-là, vous êtes devant. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer à mes petits-enfants quand ils viennent me voir, parce que maintenant j'ai l'âge. Bon, non, je ne vous donnerai pas mon âge. Si. Je suis beaucoup plus vieux que Michel. Quand ils viennent me voir en me disant « Oh papy, tu sais, c'est super, j'ai vachement bien travaillé. Aujourd'hui, j'ai travaillé 4 heures. » Je leur dis « Mais ça ne veut rien dire. Tu peux rester 4 heures devant ton ordinateur et pas travailler du tout. » C'est pour ça que c'est amusant de voir ces réactions. Alors bon, je pense qu'on a bien compris que la sédentarité allait réduire notre espérance de vie, mais à l'inverse, est-ce qu'en pratiquant régulièrement une activité sportive, on peut augmenter son espérance de vie? Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Alors si on compare des gens qui bougent à des gens qui ne bougent pas, oui, l'activité physique augmente l'espérance de vie. Alors il y a plusieurs façons de le montrer. Il y avait une très jolie étude faite aux États-Unis où dans la même ville, on prend les gens qui font de la course à pied dans un club sans compétition, donc la course à pied de loisirs, et puis ceux qui dans la même ville n'en font pas. Et l'étude suit les gens pendant 28 ans, puisqu'en fait dans ces études, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gens et on les suit jusqu'à ce qu'ils meurent. Et on regarde ceux qui sont morts, est-ce qu'ils fumaient, etc., etc. Et donc on arrive à peu près 4 ans d'espérance de vie de plus chez les gens qui font de la course à pied régulièrement, sans compétition. Il y a une autre chose aussi de l'espérance de vie, en 2 mots, c'est l'espérance de vie de bonne qualité. L'espérance de vie en France de bonne qualité, c'est 64 ans. Depuis 15 ans. L'espérance de vie de bonne qualité en Suède, c'est 71 ans. Ah oui, on a un peu de travail encore. Il faut donc effectivement. Voilà. En France, 75% des Français prennent un médicament à partir de 65 ans.
Ouais. Actuellement. Alors justement, à toutes les personnes qui ont dépassé la cinquantaine ou pas, qui ont fait peu de sport dans leur vie, et qui vous disent de toute façon c'est trop tard pour faire du sport, qu'est-ce que vous allez leur répondre pour les motiver justement? Enfin, tout ce que vous venez de nous dire, la première réponse est très simple. Déjà... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, c'est une erreur. Hein. On peut faire du sport, on peut reprendre le sport à tout âge. Et je crois que c'est d'autant plus important, plus on avance en âge, plus il faut faire du sport, plus il faut faire de l'activité physique. Parce que l'âge, oui, je sais, j'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure tout ce qui est dit dans les différentes... Mais le vieillissement, on diminue quand même. Hein. Nos qualités, nos capacités physiques diminuent. Et il y en a une qui diminue, dont on ne se rend pas bien compte, c'est notre masse musculaire. Alors pourquoi on ne se rend pas compte? Parce que vos muscles fondent et sont remplacés par de la graisse. Ce qui fait qu'on ne se rend pas compte qu'on a perdu du poids ou du volume. Des fois, on en prend plus tôt qu'on en perd d'ailleurs. Et donc, il faut absolument faire de l'activité physique. Donc, il faut garder, en vieillissant, garder le but d'être autonome le plus longtemps possible. Et c'est la seule façon d'être autonome, c'est de bouger. Il n'y en a pas d'autre. Les médicaments ne vous donneront pas l'autonomie. Quand s'il est midi. Allez, au boulot. Il est midi. Il est midi, donc on s'est bien dérouillé le matin, on a bossé, on a fait tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que même si on était devant l'ordi, on s'est levé, on a fait 1 minute ou 2 comme ça pour bouger. On va faire le deuxième exercice de la journée, toujours pareil. Je vais prendre une petite chaise pour qu'on puisse le faire. Vas-y, prends ta chaise là-bas. On va essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a dit. Donc un petit travail de renforcement musculaire. Du coup, pour renforcer un petit peu l'arrière des bras, les triceps. En général, ça a tendance à être un petit peu plus mou. Parce que c'est pas sollicité. C'est un peu flasque. C'est ça, un petit peu plus haut. Ça fait le drapeau. Ça énerve beaucoup les femmes quand tu leur fais. Mais dis-moi, ça bouge. Exactement ça. Du coup, très simple, on va placer les paumes de main. Ils sont d'une élégance ce soir, ces messieurs. Oh, mais je le fais parce que on s'amuse. Mais nous aussi, on est flasque. Hein. Moins des bras quand même, vous avez cette chance-là. Nous, c'est vrai que... Donc on place les paumes de main sur un support, sur la chaise, peu importe, si on en a une au bureau, à la maison. On va soit tendre les jambes, donc ça rend l'exercice un petit peu plus difficile, soit les fléchir. Un petit peu moins cher, donc plus facile. Non. On sort la poitrine. Non, mais quand c'est le professionnel, je vais pas l'emmerder. Et on va repousser voilà. La chaise avec ses paumes de main, de manière assez simple. Encore une fois, si on rapproche les jambes, c'est un petit peu plus simple. Alors si vous le faites pour la première fois, mettez un coussin par terre parce qu'il est possible que ça lâche. Enfin, les bras. Franchement, hein, c'est un exercice qui... C'est vrai. Hein. On assure sa propre sécurité. Voilà. On sent l'expérience, Michel. Hein, non, mais c'est un exercice qui est pas évident, mais... Ça vous est déjà arrivé de lâcher? De lâcher. Non. Je vous en prie, Véronique. Le deuxième exercice que j'ai à vous proposer, c'est la planche, le gainage. Donc sur une chaise en plaçant les avant-bras dessus. Donc pareil, c'est le même principe. Si jamais je place mes pieds assez proches de la chaise, j'ai moins de charge, donc c'est moins difficile. Si jamais je l'étends, c'est un petit peu plus difficile. Dans cette position-là, on va sortir la poitrine et surtout rentrer le ventre et le serrer au maximum. Et ne pas cambrer. Il faut que le dos soit bien droit. Et alors faire du gainage comme ça c'est plus facile que de le faire au sol. Mais après, une fois qu'on l'a fait comme ça, on peut le faire au sol. On peut le faire au sol, on peut relever les jambes pour le rendre plus difficile. Bon. C'est-à-dire le faire en poirier? Faire un gainage en poirier, c'est possible? C'est un petit peu plus compliqué. Oui, bien sûr. Je ne vais pas vous le montrer. Bon, merci. Il y avait autre chose, non? C'est bon? Non, c'est bon. Déjà avec ça, on avale partout. Michel, je crois que vous étiez encore jeune, moi. Non, enfin, je dis les gens qui ne font pas de sport. Ah, d'accord. Ouais, alors justement, François Carré, vous dites souvent que l'activité physique ne doit pas se faire sous la contrainte, que ça doit être un plaisir, mais tout le monde ne voit pas forcément le sport comme une source de plaisir, hein, à commencer par moi d'ailleurs. Donc comment convaincre ces personnes et puis comment les aider à bien choisir leur activité? Je remarque dans ce que vous avez dit le sport. On ne le voit pas comme un plaisir. Nous, on parle d'activité physique. Le sport, on peut en faire. Mais comme disait un cardiologue américain, il n'a jamais entendu quelqu'un dire qu'il allait plus mal après avoir marché 20 minutes qu'avant, ou si quelqu'un court, qu'il voit moins bien après avoir couru 20 minutes qu'avant. Alors qu'on n'y trouve pas du plaisir, c'est au début. C'est un petit peu comme tout dans la vie. Hein. C'est comme les mathématiques. Au début, on n'y trouve pas beaucoup d'intérêt ni de plaisir. Et moi, j'ai jamais trouvé de plaisir. Hein. Toujours pas aujourd'hui. Je pense. Donc alors, ni dans l'activité physique, ni dans les mathématiques. L'activité physique, ça va mieux, mais... Non, mais, donc, mais vous avez raison, on fait la différence entre activité physique et sport. Mais votre question est très importante parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'activité physique, vous devez la faire à partir de la naissance jusqu'à votre mort. D'ailleurs, un petit mot,
un petit mot comme ça. Les enfants, aujourd'hui, il y a une maladie qui explose. C'est quoi? C'est le crâne plat. Plagiocéphalie. C'est quoi? C'est parce que les enfants nouveau-nés sont toujours dans leur couffin, la tête appuyée contre. On ne met plus les enfants nouveau-nés sur le tapis d'activité, sur le ventre, etc. Alors qu'il doit y être dès maintenant. Donc c'est vraiment depuis le début. Donc il faut d'abord avoir envie de faire cette activité. C'est pour ça qu'on a complètement changé notre message. Avant on disait il faut marcher. Maintenant je dis aux gens qu'est-ce que vous aimez? Un exemple très simple, monsieur de 60 ans, il faudrait vraiment que vous mettiez à l'activité physique. Je vois qu'il n'est pas en bonne santé. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime le foot. Mais je dis ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, il y a le football en marchant. Il y a un nouveau football qui s'appelle le football en marchant. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de courir, je peux faire... Si j'adore le football, je prends du plaisir. Donc, c'est désir pour avoir du plaisir. Parce que si vous faites quelque chose qui vous casse les pieds, par exemple, vous savez, ce nombre de vélos fixes, là, qui servent de porte-manteau au bout de 3 mois ou 3 semaines, bah bien sûr, c'est dur de faire du vélo si j'aime pas ça. Donc, il faut d'abord trouver ce qui me plaît, et puis après commencer très progressivement pour avoir du plaisir. Tu sais ce que disait Churchill? Il disait que le seul sport qu'il faisait, c'était quand il marchait pour suivre les funérailles de ses amis sportifs. Ouais. Il avait beaucoup d'humour. Mais il a fait de l'équitation pas mal aussi. Est-ce que le sexe peut se considérer comme une activité physique? Oui, c'est une activité physique, parce qu'on bouge. Alors, il y a vraiment les très paresseux. Il y a que les très paresseux. Il y a que les très paresseux. Normalement, on doit bouger. Donc, mais c'est une activité physique qui est... Non, mais la question est importante parce que, étant cardiologue, c'est souvent après un accident cardiaque, si c'est le monsieur, la dame est très inquiète de ce qui pourrait arriver. Et en fait, c'est une activité physique qui correspond à peu près à monter 1 à 2 étages, pas très vite, voilà. Pas plus. Ah oui, c'est tout. Non, par contre, il paraît que si c'est pas avec votre partenaire habituel, c'est un peu plus que 1 ou 2 étages. Mais c'est vrai, hein, tout ça c'est scientifique. Hein. Il y a eu les comparaisons, je vous promets, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Donc voilà, si vous voulez faire vraiment du sport à l'horizontale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Michel, on va peut-être te poser une question à la salle. Oui, sur l'écran va s'afficher une phrase. Là, je fais régulièrement du sport. On demande aux femmes de répondre d'abord, oui ou non. Mesdames seulement. On va voir si ça Monsieur, vous ne répondez pas, je vous rappelle que... de François. Alors, on va voir ce qui va apparaître. Donc, oui ou non? Pour mesdames. Ça marche pas? Ça ne marche pas. Bon, bah, c'est parce que vous faites beaucoup de sport. Alors, c'est pas grave, mesdames, on va faire lever les mains, alors. Lever les mains, celles qui font régulièrement du sport. C'est pas mal. Et on a quand même un public... c'est la majorité même, genre. Oui. Activité physique ou sport. Et celles qui n'en font pas, c'est pas un reproche, ne vous inquiétez pas, on va pas vous en vouloir, quand même. Bon, vous faites mentir les statistiques quand même de tout à l'heure. Oui, c'est combien le pourcentage de femmes? C'est pas les chiffres que l'on a actuellement en France, et c'est des données de 2015 qui ne se sont pas améliorées. On avait 95% des Français et Françaises qui ne respectaient pas les recommandations. Alors, je vous rappelle, les recommandations, c'est 30 minutes d'activité physique chaque jour, modérée, c'est-à-dire je suis un peu essoufflé, je peux parler mais je ne peux pas chanter, et un temps de sédentarité inférieur à 8 heures en moyenne par jour. Et donc sur les 75%, il y avait 75% des Français et des Françaises, des adultes qui ne respectaient pas ces recommandations. 95%, tu disais tout à l'heure, non? 95, oui. Ouais, 95%. 95, absolument. Ouais, c'est beaucoup. Alors, il y a moins d'hommes que de femmes ce soir, mais les hommes qui font de l'activité physique régulièrement lèvent la main. En gros, ceux qui n'en font pas du tout. Bah, y a pas beaucoup. Soit il n'y a vraiment pas beaucoup d'hommes. Bah, déjà, je remarque quand même que il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein, et les hommes sont plus honnêtes que les femmes. Il y en a moins qui ont levé la main quand ils en faisaient régulièrement quand même. Et là, pareil, pour les hommes, c'est toute population confondue, les 95% qui suivent pas avec quand même 2 populations. Les femmes bougent moins que les hommes, ça c'est ce qu'on avait dit. Et puis il y a une autre chose qui est beaucoup plus inquiétante, c'est que si vous voulez voir où est la sédentarité, vous faites la carte dans la ville et ça colle parfaitement à la pauvreté dans la ville. Tous les territoires défavorisés, c'est là où il y a les gens les plus sédentaires et les plus inactifs. Et il y a un gradient nord-sud? Oui, il y a un gradient nord-sud. Alors, je suis en train de réfléchir parce que si je prends au niveau de l'Europe, il y a un gradient, mais ça peut venir aussi de la culture. En France, les Hauts-de-France sont quand même très touchés par la sédentarité et l'inactivité physique, donc ça va à l'inverse de l'Europe du Nord.
Mais c'est effectivement, il y a au niveau, zone défavorisée, c'est quand même très touché, quoi. Alors François, on en a parlé, il y a les sédentaires, mais il y a aussi les fous de sport. Ceux-là ont tendance à mettre leur moteur un peu en surchauffe et se mettre en danger. Alors quels conseils vous pouvez donner justement à ces fous de sport sur les pratiques à éviter et quels conseils pour protéger leur cœur et leurs articulations? Parce que le sport à l'excès peut être dangereux aussi. Hein. Oui, non, absolument, vous avez raison. Donc le premier conseil que je dis, c'est que moi je parle de bienfaits pour la santé. Donc le bienfait pour la santé, le no pain, no gain, pas de douleur, pas de gain, c'est pas vrai, ça c'est pour les champions. Mais pour monsieur tout le monde ou la personne qui fait du sport, il n'y a pas besoin. En d'autres termes, de faire de la compétition n'augmente pas l'espérance de vie comparée aux coureurs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui faisaient de la course de loisirs. Après, si la personne adore le sport et a toujours besoin de se dépasser, on va lui donner des conseils comme respecter des symptômes anormaux, etc., qui vont survenir. Mais jamais j'irai conseiller à quelqu'un d'aller au bout de lui-même, ça n'apporte rien. Et on fait une épreuve d'effort, c'est-à-dire qu'on va chez le cardiologue faire un petit électrocardiogramme pendant qu'on pédale ou qu'on court sur un tapis avant de reprendre le sport quand on n'en a pas fait beaucoup? Alors, ça dépend. Si vous reprenez le sport, vous allez voir d'abord votre médecin traitant et c'est lui qui va juger si l'épreuve d'effort ou pas vous est nécessaire. Alors, comme c'est un cardiologue qui vous le dit, vous pouvez me faire confiance parce que j'ai un grand conflit d'intérêts. J'ai vécu que des épreuves d'effort parce que j'ai fait que ça pendant toute ma carrière. Et aujourd'hui, je dis qu'il faut en faire le moins possible. Tout simplement parce que tu es à la retraite. Maintenant, je suis à la retraite, oui. Ça ne veut pas dire qu'il y a avec moi qui les faisait bien. C'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'épreuve d'effort est considérée par le médecin généraliste et par le sportif comme une assurance tout risque, ce qui est faux. Vous pouvez faire une épreuve d'effort le mardi avec moi et 15 jours après, faire un infarctus en faisant du vélo. Voire en sortant Goscinny. Voire en sortant aussi. L'épreuve d'effort, c'est un examen qui a beaucoup de limites. Il faut la faire chez les gens chez qui on pense qu'elle va nous apporter quelque chose de positif, parce qu'elle peut être faussement rassurante. Par contre, vous devez faire attention à ce que vous ressentez. Si un jour, la côte que vous montez en courant, en marchant, en pédalant, que vous montiez d'habitude facilement, là vous coincez dedans, vous êtes essoufflé anormalement, vous devez aller voir votre médecin, même si vous êtes champion olympique. Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la journée pour faire du sport? On sait qu'il faut éviter avant le coucher, on va avoir du mal à s'endormir. Voilà, c'est surtout avant. Il n'y a pas de meilleur moment. Je crois que chacun a ses moments. Il y a des gens qui sont capables de se lever très tôt pour aller faire leur sport, et puis d'autres, c'est plutôt en soirée. Mais effectivement, avant de se coucher, il faut faire attention. C'est pas très bon d'aller faire du sport, parce que votre température augmente et pour s'endormir, on s'endort quand la température baisse. Donc si vous partez de beaucoup plus haut, vous allez avoir un peu plus de mal à vous endormir. Et bien justement, quand il est 18h... On va pas aller se coucher tout de suite encore. On va pas se coucher tout de suite, mais on va faire qu'est-ce qu'on fait en fin de journée là, pour détendre le corps et le musclerie? On va activer la fréquence cardiaque, donc un petit exercice cardiovasculaire à vous proposer, très simple à réaliser. Donc c'est simple, on va juste amener les genoux vers le haut, simplement. Et évidemment, plus on va haut, plus ça stimule le système cardiovasculaire. Et si jamais on est bien en forme, on peut aller un petit peu plus vite. Et ça, on va pouvoir le réaliser à plusieurs reprises, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Vous ajustez votre vitesse selon vos capacités. C'est du cardio. C'est du cardio, c'est ça. Mouvement très simple à réaliser. Si jamais on a mal aux genoux, on peut le faire sans impact. Donc juste en levant les genoux. Là, c'est safe. On n'est pas obligé de courir, quoi. On n'est pas obligé de courir. On peut le faire en augmentant la vitesse. Sans la sportive acharnée. Moi, je marche. Parce que quand je marche, je peux parler avec mes copines, tu vois. Alors que quand je cours, je peux pas. Ah bah, quand elle fait du sport, elle va marcher au Bois de Boulogne. C'est vrai? Bah, oui, ça, c'est le sport max. Là, c'est quand tu es à fond. C'est quand je suis à fond, exactement. Merci beaucoup Kant, merci beaucoup François. Je voudrais poser une question. Vas-y, pose une question. J'aimerais bien que, voilà, François, je vais vous demander de vous prêter à une séquence dans laquelle vous aurez 1 minute 30 maximum pour nous dire les 3 choses à faire et les 3 choses à éviter en matière d'activité physique chez les 50 ans et plus. Voilà, histoire qu'on récapitule bien tout ce qu'on vient de dire. Alors, cette question qui a été posée dans les autres sessions, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le sport, on ne fait pas la même chose à 50 ans, 60, 70 ans. Donc à 50 ans, c'est très bien. Si vous faites du sport, continuez. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. S'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, consultez. De faire du sport n'immunise pas contre la mort. On vit plus longtemps, mais on peut faire un infarctus. Donc ça, il faut s'en rappeler. Par contre, si vous ne bougez pas à 50 ans, il faut vraiment que vous vous mettiez à bouger parce que pour votre santé, ça va être vraiment très mauvais si vous ne le faites pas. À 60 ans... Je bouge justement, je rejoins. À 60 ans... Si vous faites du sport, continuez, mais pas de compétition. Pas la vraie compétition. Ne cherchez pas à battre votre record, vous n'y arriverez pas. De toute façon, on ne fera jamais mieux à 60 ans qu'à 20. Donc, ce n'est pas la peine.
Et puis surtout, on prend des risques importants parce que le cœur de quelqu'un de 60 ans n'est pas le cœur de quelqu'un de 20 ans, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et je me le suis appliqué à moi-même, j'ai arrêté la compétition quand j'ai dépassé 60 ans. Et enfin, à 70 ans, si vous faites du sport, on continue, mais calmement. Et si vous ne faites pas de sport, faites-en, parce que la seule façon de diminuer la fonte musculaire que vous avez, c'est de faire du sport. Et c'est ça qui va vous donner l'autonomie, qui va vous permettre de ne pas finir en fauteuil roulant. Et non seulement ça stimule les muscles, mais ça stimule les os aussi, parce qu'à chaque fois que vous contractez un muscle, ça tire sur le tendon qui s'insère sur l'os et ça le renforce. Donc ça évitera aussi l'ostéoporose et les fractures. Et la maladie d'Alzheimer, puisque tout le monde, toutes les études prouvent actuellement que vous n'avez pas un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Les gériatres me disent, François, le seul médicament de la maladie d'Alzheimer, c'est la marche à pied. Il n'y en a pas d'autre. Merci beaucoup François, on peut applaudir. Merci. Quand juste un petit mot, tu vas nous résumer rapidement, 30 secondes cette fois, tout ce qu'on doit faire le matin, le midi et le soir. Je t'apporte la chaise, tu as 30 secondes pour le faire en accéléré. La journée en 3 phases. La première phase, lorsqu'on se réveille, on va s'étirer, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. On se place sur le sol, on tend les jambes, on va chercher les chevilles, les pointes de pied, on essaie d'aller le plus loin possible. On peut avoir des surprises. C'est sûr, on peut avoir un abago. Ensuite, sur le genou, on étire un petit peu l'avant, les fléchisseurs de hanches en emmenant les hanches et le bassin vers l'avant. Et ensuite, on va se redresser, s'auto-grandir et aller chercher le plus haut possible. Donc ça va être le matin, un petit réveil musculaire gentil. Ensuite, on va travailler un petit peu l'arrière des bras. Celui-là, on va s'en souvenir en général parce qu'il bouge un petit peu. On se place juste dans cette position. On tend les jambes ou pas et on va fléchir tout en conservant le fessier très proche de la plateforme. Gainage. Donc on place les avant-bras. Sur le support, pareil, on fléchit, ou on tend les jambes, et surtout on pense à ne pas creuser le bas du dos. Okay, le but c'est vraiment d'avoir un gainage abdominal. Donc on aspire le nombril et on serre le ventre. Et dans un dernier temps de la journée, on va activer la fréquence cardiaque en amenant les genoux vers le haut. Ce mouvement-là, méfiez-vous parce que c'est pas si simple que ça. Si jamais j'accélère sans impact, ça va devenir assez fatigant aussi. Et on peut avoir des surprises. Merci beaucoup, Quand, on l'applaudit. Merci beaucoup. Voilà, merci encore à François et à Quand de nous avoir donné ou redonné l'envie de chausser nos baskets, disons dès demain par exemple. Voilà. Et comme le sport ça creuse, eh bien nous allons parler maintenant nutrition. Et de l'activité physique à l'alimentation, il n'y a qu'une assiette. On va en parler avec Laurent Sora, qui est psychologue et nutritionniste. Et son objectif, c'est de faire en sorte qu'on réconcilie et notre alimentation et notre corps. Voilà, et on retrouve également notre influenceuse préférée, Caroline Ida. Bonsoir, bonsoir à toutes les deux. Quelle jolie couleur, rose, vert, vous êtes magnifiques, mesdames. Merci. Merci. Alors Laurence, vous êtes un peu comme moi, vous n'aimez pas que l'on réduise la nutrition au nombre de calories, c'est même contre-productif. Ce qui est important, c'est de trouver la façon de s'alimenter qui nous correspond le mieux, qui nous fait du bien. Mais revenons d'abord aux fondamentaux. Vous dites que l'alimentation doit remplir 3 fonctions essentielles. Oui, parce qu'on a trop tendance à limiter l'alimentation à ce que ça apporte en calories. C'est-à-dire, on mange évidemment pour se nourrir, on mange parce qu'on a besoin d'énergie. Mais pas seulement. On mange aussi pour partager, pour être en convivialité, pour socialiser, pour transmettre des recettes de cuisine, des moments agréables, partager des moments cérémonieux, etc. Et puis, on mange aussi pour se faire plaisir. La dimension hédonique, elle est particulièrement importante. Et c'est l'ensemble de ce tabouret-là, de ces 3 pieds, qui vont faire que l'alimentation va être équilibrée. Et pas seulement de savoir ce qu'on met dans l'assiette, mais globalement, comment on vit, la manière dont on mange et qu'est-ce qu'on ressent quand on mange. Est-ce qu'à 50 ans, on gère son corps de la même façon sur le plan alimentation quand on est une femme ou un homme? Alors pour répondre à cette question, j'aimerais bien juste savoir combien il y a d'hommes. Est-ce que les hommes peuvent lever la main, s'il vous plaît? Mais ils ne sont pas très nombreux. Mais ils sont là quand même. Ils sont là, quand même. Il y en a là-haut aussi. Ok. À la qualité ce soir, voilà. À défaut de la quantité. Alors, non, on ne gère pas clairement son alimentation de la même manière. On n'a pas la même perception du corps quand on a 50 ans et qu'on est un homme ou qu'on est une femme. Et puis, la société n'attend pas les mêmes choses du corps de l'homme que du corps de la femme. C'est-à-dire qu'un homme subit moins de pression. En tout cas, il me semble, à travers les études que je lis et les personnes que je rencontre, subit moins de pression et puis a moins de pression depuis la nuit des temps. Finalement, les femmes évoluent, leur corps évolue au cours de leur vie avec beaucoup d'attentes esthétiques, beaucoup de diktats,
alors que les hommes en ont beaucoup moins. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand, à la cinquantaine, par exemple, un homme prend un petit bidou ou un petit bidon, c'est toujours hyper... ouais, c'est mignon, quoi. C'est sécurisant. Voilà, voilà c'est vous savez comment on appelle ça? Oh là là, oh non, je la connais cette blague. Vous la connaissez? Je suis pas Non, c'est sûre. pas une blague, c'est comme ça qu'on dit chez les nutritionnistes. Le syndrome du boulanger, vous connaissez? C'est quand la brioche tombe sur la baguette. Voilà. Je vous avais dit que ça allait... Voilà. Donc c'est comme ça qu'on dit chez les boulangers, hein, pas chez les nutritionnistes. On est d'accord, pas Oui, chez les pardon, nutritionnistes. Oui, Michel. Donc, voilà, il y a ce petit bidou. D'ailleurs, quand les jeunes femmes parlent du corps de leur père ou du corps de leur mère, lorsque je les reçois en consultation, elles disent « Oh, mon père, oui, bon, il a un petit bidon de son âge. » Et votre mère? Ah, ma mère, elle a grossi, là, à la ménopause. Oh là là, je voudrais surtout pas lui ressembler. Mais il y a quand même une réalité physiologique à la ménopause. Oui. Pour pallier la carence des oestrogènes, justement, il y a une formation de tissu adipeux. Et même chez les minces, on peut se retrouver avec ce ventre, parce que ça se développe surtout au niveau du ventre. Oui, avec des changements morphologiques. Même en faisant attention à notre alimentation, il y a quand même un risque plus important. En réalité, tout n'est pas qu'une question de volonté. Et on peut avoir la volonté que les choses n'évoluent pas comme elles évoluent. Néanmoins, le jeu hormonal fait qu'il va y avoir tout un tas de changements morphologiques, tout un tas de changements métaboliques, c'est-à-dire la manière dont le corps fonctionne, et qui va avoir des impacts sur le sommeil, l'irritabilité. Vous savez, on a les hormones dans le chignon, on fait les montagnes russes émotionnelles, on a un corps qui change, qu'on ne reconnaît plus forcément, donc c'est compliqué d'accompagner. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait plus changé forcément nécessairement de schéma corporel. Donc tout ça, ce sont des changements qui sont liés en effet à ces hormones, les œstrogènes, qui vont diminuer au moment de la ménopause. Les hommes n'ont pas ces changements de manière aussi brutaux et aussi marqués. Mais du coup, l'alimentation peut devenir chez les femmes assez obsessionnelle, en tout cas chez certaines. Il y a une dimension psychologique qui est importante. Que là, on parle du côté purement physique et on peut en effet être en désarroi par rapport à son corps. Mais c'est quand même une période qui est un peu compliquée. On avance un peu dans l'âge. C'est souvent un moment où les enfants commencent à partir de la maison. Donc, on se retrouve avec le syndrome du nid vide, c'est-à-dire, ça dit bien son nom, ils sont partis, ils sont plus là, il faut se retrouver éventuellement en couple ou seul, se réinventer une vie. Et tout ça, c'est pas forcément évident. Alors, bien sûr que l'alimentation peut servir de béquille, de manger du sucré ou du salé parce qu'on aime ça, parce que ça nous fait du bien, parce que c'est une petite chose sur laquelle on peut s'appuyer à un moment donné. Et moi, je pense que les béquilles, elles ont leur intérêt aussi pour nous accompagner au long de notre vie. Il ne faut pas forcément les rejeter en se disant que le contrôle va pallier ce besoin de béquille. Caroline, vous faites attention à votre alimentation. Je rappelle que vous êtes mannequin, influenceuse, donc l'image est importante. Oui, l'image est importante, mais bon, vous avez vu la photo tout à l'heure, on ne peut pas dire que je sois une folle de régime. J'ai dû en faire 4 dans ma vie. Alors, je mange assez sainement, mais par contre, je suis très gourmande. Et voilà, donc je me fais plaisir et je ne m'empêche pas de manger des petites sucreries quand j'en ai envie. Parce que je trouve que ça fait partie aussi des plaisirs de la vie et qu'on peut pas... Enfin, quand je parlais de liberté tout à l'heure, de libération, en fait, je trouve que c'est important aussi par rapport à ça, de se faire plaisir et de s'accepter, en fait. On en revient toujours à ça. Et c'est pas parce que voilà, on a 4 kilos. Alors, c'est vrai qu'à la ménopause, la prise de poids est entre 3 et 5 kilos en moyenne, qui se localise, comme vous le savez, mesdames, à un endroit qu'on n'aime pas forcément. Écoutez, moi, je pense qu'il y a un moment où il faut se libérer de ça, du poids de la société encore qui nous dit faut être mince, faut être jeune pour être belle. Voilà, comme si la minceur était associée à la beauté. C'est aberrant encore ça. Pas de pression de la part des marques? Non, moi on m'accepte tel que je suis, sinon je m'en fous. C'est génial cette liberté, je trouve. Ça a mis du temps, mais bon, quand même. Non, puis c'est un chouette exemple parce que c'est vrai que on a internalisé tout un tas d'attentes prétendues ou réelles de la société, et on est quand même toujours un peu dans l'idée qu'il ne faut pas que les choses changent, que on avance en âge, mais il faut revenir comme avant ou redevenir comme avant. Non, on ne peut pas redevenir comme avant parce que c'est le principe même de la vie, de nous faire avancer en âge. Il y a des choses qui vont bouger dans nos visages, dans nos corps, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, dans nos cheveux. Et ça, c'est juste la vie. Ça prouve qu'on est vivant.
Alors Caroline parlait de ces petits plaisirs sucrés, mais quels sont les conseils que vous pourriez donner justement aux femmes à l'approche de la ménopause sur un plan nutritionnel? Alors, bon, on trouve plein de conseils sur Internet oui, c'est pour ça, je trouve que c'est une bonne idée de faire le tri un peu. On en trouve pas mal. Alors, je garderai quelques éléments un peu clés. La ménopause, ça s'accompagne souvent d'ostéoporose. D'une perte de la densité osseuse. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à manger du calcium, pas forcément des produits laitiers, parce que du calcium, on en trouve... dans les légumes verts, beaucoup. On en trouve aussi tout à fait, dans les algues, on en trouve beaucoup. On en trouve dans l'eau qu'on boit. Et comme on boit beaucoup d'eau, ça tombe bien, on avale donc beaucoup de calcium. Ça, c'est super important. Et la vitamine D, qui est le facteur qui va permettre au calcium de venir se fixer sur les os, plus toutes les autres fonctions bénéfiques de la vitamine D. Après, je mettrai les oméga 3. Parce que les oméga 3, c'est pas mal pour la peau, c'est pas mal pour l'humeur, le moral. Donc des petits poissons gras au moins 3 fois par semaine, c'est ce qu'on peut recommander. Et petits, c'est un sardines bon terme. macro, parce que dans les gros poissons gras, il y a beaucoup de métaux lourds. C'est ça. Donc on va plutôt favoriser... Sardines macro, en plus, ça coûte pas cher. Et sincèrement, c'est facile. Tout à fait. Bon, après, il faut aimer, évidemment. Ouais, faut aimer. Et si on n'aime pas, comme moi, on peut se supplémenter et pourquoi pas, parce que sinon on ne trouvera jamais la quantité d'oméga 3 dont on a besoin. Et puis peut-être le magnésium aussi, parce qu'on peut souffrir un peu de douleurs et de douleurs, notamment de tension musculaire. Et donc le magnésium, c'est un myorelaxant, un relaxant des muscles. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, il y a évidemment les trucs habituels, attention au sel, parce que augmentation des risques cardiovasculaires, blablabla. Donc attention au sel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se déshabituer petit à petit du sel et qu'il ne faut certainement pas se dire du jour au lendemain « Ah, j'ai entendu ça hier, j'arrête le sel ». Non, on va diminuer petit à petit la dose de sel pour que vos papilles gustatives puissent s'habituer et on s'y habitue très bien. Moins de gras, moins de produits sucrés, moins de produits manufacturés, transformés, parce que beaucoup d'additifs dedans et que ça fait pas bon ménage avec la ménopause. C'est jamais bon, mais là, c'est encore pire. Donc, le conseil, ce serait de revenir un peu en cuisine. Ce qui n'est pas évident parce que souvent, à ce moment-là de la vie, on en a jusque-là de la cuisine du quotidien. On n'a plus la niaque, on ne sait plus quoi faire, c'est horrible. Donc, aidez-vous des aides culinaires qu'on peut trouver ou les box avec les produits qu'on peut trouver et les recettes. Enfin, simplifiez-vous la vie, prenez des produits surgelés simplement préparés pour vous éviter de le faire. Et de gagner comme ça un petit peu de temps, puis peut-être des idées. Moi, j'ai constaté aussi, Laurence, que les femmes à la ménopause supportaient beaucoup moins bien l'alcool, contrairement aux hommes. Ils ont de la chance, il n'y a pas la ménopause. Donc, vous auriez tendance à boire un peu plus, mais c'est encore lié à tout ce chamboulement hormonal ? Mais oui, c'est surtout lié au fait que tout ce que génère l'alcool sur notre corps, ça entraîne globalement les mêmes signes que ceux de la ménopause, c'est-à-dire sommeil perturbé, irritabilité, difficulté à digérer, déshydratation. Donc finalement, on amplifie les problématiques liées à la ménopause en consommant de l'alcool. Néanmoins, on a dit tout à l'heure que la dimension conviviale de l'alimentation, dont l'alcool peut faire partie, était importante. Donc là encore, il ne s'agit pas de se dire « je ne bois plus du tout d'alcool ». Bon, si vous ne le supportez plus, oui, n'en buvez plus parce que tout simplement, c'est trop inconfortable. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment d'alterner, quand vous buvez un peu d'alcool, d'alterner avec de l'eau pour pouvoir diluer les effets, si je puis dire. Et puis, c'est de ne pas vous dire « allez, ce soir, je lâche tout et je me prends... une biture. Une cuite. Une mine. Non, on ne va pas se dire ça. On va plutôt se dire qu'il vaut mieux répartir. Le corps a toujours du mal avec trop ou pas assez. Il a plus de facilité quand les choses arrivent graduellement. Et donc, il vaut mieux se dire, tiens, ce soir, je sors, je boirai peut-être un verre, 2 verres, mais certainement pas 5 dans la soirée. Mais qu'est-ce qui fait qu'une femme, après la ménopause, dit « je ne supporte plus l'alcool alors que je supportais avant », cette histoire de déshydratation dont on sait qu'elle est responsable du mal de tête après avoir bu, c'est quoi? C'est une concordance d'interaction avec les hormones, avec le manque d'hormones, qui fait qu'on se déshydrate plus et qu'on supporte moins l'alcool après la ménopause? C'est-à-dire que déjà, pendant la ménopause, on est facilement déshydraté. Il faudrait boire plus pendant la ménopause. Alors pareil, plus, c'est pas se dire, allez, je me prends 1 litre et glou, 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 parce que là, c'est comme si vous avaliez quelque chose, une cascade que votre corps ne peut pas du tout gérer. Mais en revanche, se dire,
toutes les heures, je bois un verre d'eau, par exemple. N'hésitez pas à vous mettre des alarmes pour vous aider. Je bois un verre d'eau, comme ça j'amène petit à petit de l'eau à mon corps. Donc en fait, il y a une espèce de surenchère, de potentialisation. Je suis déjà déshydratée, j'ajoute l'alcool qui a cette capacité à me déshydrater, donc je suis super déshydratée et j'ai tous les signes. Donc le conseil, ça entraîne des bouffées de chaleur en plus. Mais le conseil qu'on donne tout le temps, quel que soit son âge, quand vous buvez un verre d'alcool, buvez un verre d'eau après. Il faut toujours alterner pour éviter cette déshydratation, et quel que soit l'âge. Mais encore plus, après la ménopause, si vous buvez un verre de vin, pour être sûr de ne pas avoir de problème, vous buvez un verre d'eau après, vous rebuvez un verre de vin après, comme vous l'aimez. Il faut alterner. Oui, alors avec une certaine Au bout du limite. 10e verre, Au bout du 10e verre, il y a quand vous même des risques de trouverez plus l'eau du... Une bonne excuse. C'est un peu le risque. Donc moi, je pense que... Enfin, après, chacune se connaît, et c'est ça aussi la particularité de cette période de vie, mais finalement, comme d'autres, on a chacune vécu des grossesses différentes, on a chacune vécu des pubertés différentes, mais apprenez à vous connaître. Peut-être que vous allez découvrir que vous pouvez boire un verre de vin, et que au-delà, le lendemain, c'est trop dur. Donc, peut-être naturellement et spontanément, vous arriverez à boire un verre de vin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ça revient quelques dizaines d'années après. Non, en général, autour de 60, 65 ans. On supporte beaucoup mieux l'alcool. Ouais. On peut se remettre à boire. Ah bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Est-ce que ça fonctionne le QR code ou pas? Est-ce qu'on peut m'indiquer, regardez, dites-moi si ça fonctionne, parce qu'on va vous poser une question. Ça fonctionne, parfait. Alors la question, j'ai déjà fait un régime pour perdre du poids, oui, A, non, B. Quel suspense. C'est pas, 42, il y a la moitié. Bon, on va considérer qu'un peu plus de la moitié on fait un régime. 60%, ouais. C'est beaucoup. 40% n'ont jamais fait de régime, alors qu'on a une grande majorité de femmes dans la salle. C'est étonnant. Bravo. Il aurait peut-être fallu poser la question qu'aux femmes. On peut refaire? Peut-être, ouais. Alors voilà, on peut. Alors mesdames. Attendez. Alors, on annule. Déjà, ça ne marchait pas tout à l'heure, mais alors là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un reset? Voilà, donc que les dames. Est-ce que vous avez déjà fait un régime pour perdre du poids? Oui, A, B, non. Alors, est-ce qu'on va avoir des résultats similaires? Caroline, vous avez fait 4 régimes, c'est ça? Ouais, moi, je ne suis pas du tout régime. Voilà. Et pourtant, dans ma famille, ils sont obsédés par la minceur. Hein, donc, Alors, on me dit qu'on ne peut faire que par main levée. Ah, oui, on a perturbé le truc. Bah oui. Déjà, deux de suite, c'est pas possible. Bon, alors, les dames. Alors, mesdames. Qui a fait un régime? Ah oui, quand même. Qui n'en a pas fait? Peut-être plus. Oui, il y a quand même une grande majorité qui a déjà fait un régime. Non, pas une grande, il y a une majorité. Une bonne majorité. Moi, je dirais 70% là, à l'œil. Ouais, bah, j'ai compté les résultats. C'est un peu bravo. C'est pas la peine de s'emmerder à financer un truc en QR code. On prend Laurence. On prend Laurence, elle nous dit 72%. Donc, 0,4. Alors, réaction? Alors, réaction, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on connaît du nombre de femmes qui ont déjà fait des régimes. Mais ça veut dire quand même que, vu ce que j'ai vu, je pense que les hommes, ici dans cette salle, ont assez peu fait de régime dans leur vie. Est-ce que les hommes, vous voulez bien lever la main, ceux qui ont déjà fait un régime? Qu'est-ce qui vous a pris, monsieur? Très, très peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez qu'on en parle? Donc voilà, pour maigrir. Je ne vois pas pourquoi on peut faire un régime, cela dit, pour autre chose. Si, on peut faire des régimes quand on a... Ah oui, et vous avez perdu combien? Que vous avez regagné ou pas? Ouais. Bah oui, c'est le problème des régimes, hein, Laurence. Bah oui, alors il n'y a pas de mystère, mais les hommes commencent à découvrir ce phénomène qui est que quand on fait un régime, on perd quasiment systématiquement, quel que soit le régime qu'on fait, mais on reprend. Et dans 95% des cas, on reprend. Alors, on peut continuer à se dire « Non, mais moi, je vais faire partie des 5%. » Ou se dire « Il y a peut-être un truc de pourri dans ce royaume des régimes, et peut-être qu'il faut arrêter de faire des régimes en vue de perdre du poids, parce que ce sont des fonctionnements de restriction, de privation, qui vont vous mettre psychologiquement dans un état dans lequel vous ne pourrez pas rester ad vitam, et qui va vous amener à craquer, à vous lâcher par moments, et donc à manger plus de quelque chose dont vous vous êtes privé pendant longtemps. D'où la reprise de poids, et les hommes qui n'ont fait qu'un régime ont repris peut-être leurs 5 kilos, mais les femmes qui en ont fait plusieurs savent que ces reprises de poids sont de plus en plus importantes, et que finalement, à 50 ans, on se dit bien souvent que
son premier régime, on l'a fait à 16 ans ou à 20 ans, et que si on retrouvait ce poids-là, qu'est-ce qu'on serait heureuse. Caroline, qu'est-ce que vous avez essayé comme régime, vous? Même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Non, je me souviens vraiment. Si, j'ai dû faire Weight Watcher. À l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, c'était très tendance. C'est vrai que j'avais maigri, qu'on mangeait. Alors, je me baladais partout avec ma petite balance. Quand j'étais invitée, j'arrivais avec ma balance, qu'il fallait tout peser. Donc, c'était un peu... Oui, j'avais maigri, mais est-ce que je me sentais mieux? Je pense pas, en fait. C'est vraiment une question d'acceptation de soi. Alors après, c'est vrai que c'est important par rapport à la santé. Il faut faire attention. Il faut faire attention à sa santé, bien sûr. A un impact sur la santé. Mais on sait très bien aussi qu'à partir de la ménopause, c'est beaucoup plus compliqué de perdre justement ces 5 kilos qu'on a pris en majorité. Donc, acceptons-les. On les prend comme nos amis et puis on se regarde avec bienveillance devant le miroir. Au lieu de passer très vite, on se regarde, on s'arrête et on se dit bah oui, en fait, je suis belle encore. Puis voilà, je suis quoi. pas si mal. Mais alors justement, Laurence, comment déterminer avec bienveillance son poids de forme? Déjà, un poids de forme, en général, c'est un poids dans lequel on sent que son corps fonctionne bien, qu'on n'a pas de limitation physique, corporelle. Dans la pratique d'une activité physique, on peut se mettre à genoux, on peut se relever, on peut jouer avec ses petits-enfants ou ses enfants s'ils sont encore jeunes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que c'est souvent un poids dans lequel on sent qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le maintenir. Donc, on n'est pas justement en système de restriction en se disant je contrôle tout, je pèse tout ce que je mange. Non, on peut un peu lâcher la bride, lâcher prise et ce poids reste plus ou moins stable. Ça, c'est le poids de forme. Et pour s'aider à y accéder, la meilleure manière, c'est déjà de commencer par s'écouter. En effet, on peut se regarder avec bienveillance et arrêter de se mettre une super pression. Et on peut aussi jouer avec soi-même. Finalement, on a des indicateurs de faim, de rassasiement, d'envie de manger, de satisfaction. Et tout ça, la béquille dont on parlait tout à l'heure, ce serait plutôt l'envie et la satisfaction. La faim et le rassasiement, ce serait plutôt les besoins physiques. Eh bien, servez-vous de ces arguments, de ces signaux que vous donne votre organisme, parce qu'ils sont super précieux pour vous dire de quoi vous avez besoin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci On peut applaudir et puis bravo parce qu'on a compris le cheminement qui est de s'accepter et de passer du temps devant son miroir et non pas d'y passer très vite. Merci beaucoup Caroline pour votre Merci encore, Caroline, témoignage. et bravo pour votre combat et votre engagement. Merci encore. Avant de se quitter, Laurence, une petite séquence, comme avec les autres. 1 minute. Je ne veux pas vous mettre la pression, ma chère Laurence, mais c'est la conclusion de la soirée. Donc, voici le sujet. Vous avez 1 minute. Que répondez-vous à une femme de 50 ans ou plus qui voudrait rester au meilleur de sa forme? 1 minute. De venir nous voir ici. Ah oui, ça s'est fait, ils sont là. Déjà, c'est une transition. On a compris ça et je crois qu'on comprend aussi que chacun a son chemin. Chacun chemine, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a chacun le sien et on fait comme on peut avec ça. C'est pas une fatalité non plus, on n'est pas obligé de s'accepter, c'est une chose, mais on n'est pas obligé de vivre avec une forme de résignation ou de renonciation. On peut aussi avancer petit à petit, modifier des choses doucement. J'aime bien cette phrase de Mark Twain qui disait je vais la dire à peu près, mais on ne se sépare pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, on lui fait descendre les marches l'une après l'autre. J'aime bien cette idée des petits pas et des petites choses qu'on peut modifier. En activité physique, se mettre à faire du sport ou augmenter en fonction de ce qu'on ressent aussi dans son corps. La vie sexuelle qui est peut-être différente de ce qu'elle a été mais qui existe et qui est là et dont on peut faire quelque chose, ou l'alimentation justement en étant à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins. Et puis je pense qu'il y a une question de sororité dont on parle peu. Moi je dis parlons de la ménopause, parlons, transmettons, discutons, parce que ça fait du bien, ça permet une forme d'entraide et ça permet d'être sûr que le meilleur est à venir. Merci ma chère Laurence, on peut t'applaudir. Merci beaucoup Laurence. Bon voilà, ça touche à sa fin. Ça fait vite. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci à toutes les équipes de Disons Demain qui sont là ce soir. On peut les applaudir parce que c'est eux qui sont à l'origine
de cette soirée avec Dr Good, et je salue les équipes de Dr Good et bien sûr tous nos invités. Puis merci à vous surtout pour votre participation très active. C'est vrai qu'on vous a beaucoup sollicité. Je pensais pas qu'on ferait autant de choses ce soir, Michel. On a fait du sport, on a mangé équilibré, on a fait l'amour, enfin presque. Oui, Ouais, enfin, presque, oui. Et j'espère qu'on a donné le moral. Et puis peut-être qu'on a favorisé des rencontres ce soir, on ne sait pas, ici ou verra plus en tard, sortant. en ligne. Et on va demander à tous nos invités de venir nous rejoindre sur scène, parce que comme on est dans un théâtre, voilà, on n'a pas résisté à l'envie de venir vous saluer, et à la façon d'une troupe de théâtre. Voilà, on va se mettre là et comme au théâtre, nous allons saluer la foule. Attention, on fait comme si on était des acteurs. Merci messieurs, dames, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et n'oubliez pas qu'après 50 ans, le meilleur est à venir. Voilà. Merci beaucoup, merci.